mais on le voit en ce moment typiquement sur l'IA, il y a un montant d'investissement 10 fois supérieur à ce qu'on avait dépensé à l'époque de la bulle Internet. Donc il y a des moyens colossaux à l'intérim, ça te permet d'acquérir tes premiers mois d'expérience ou tes premières années, et puis de tester différentes boîtes, et puis te dire finalement je préfère travailler dans une petite structure, dans une grande, etc. Plus je vieillis, et moins je change fréquemment. Parce que toutes mes expériences ont tendance à se rallonger. C'est de moins en moins un enjeu, puisque ces canaux-là en rapportent beaucoup plus de candidatures. Tu as un phénomène récent, notamment avec l'IA, où tu te fais bombarder de candidatures. T'en as limite trop. Bonjour à tous et bienvenue sur Icebreaker. Je suis Jérémy Lacoste, le DG d'Eskimos France. Eskimos, c'est une agence d'acquisition digitale Global Search. Nous sommes présents sur 5 pays et accompagnons 1000 clients. Icebreaker, c'est quoi ? C'est tout simplement le podcast d'Eskimos où j'aurai le plaisir d'accueillir 2 fois par mois ceux qui construisent le marketing de demain. Allez, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Icebreaker. Je suis Jérémy Lacoste, le patron d'Eskimos France, et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Gilles Gobron, CMO de Randstad. Salut Gilles. Salut Jérémy. Merci d'être avec nous. On va commencer tout de suite avec une séquence qui nous est chère, c'est la séquence Touchous. Touchous, c'est 45 secondes pour te présenter toi et ton parcours. D'accord, j'y vais là ? Vas-y. Écoute, enchanté. Donc Gilles Gobron, j'ai 54 ans, je suis directeur marketing pour le groupe Randstad. Donc Randstad, c'est le numéro 1 mondial des ressources humaines. Alors moi, j'ai un parcours c'est un véritable crossover, parce que j'ai travaillé aussi bien en agence qu'en start-up, dans des grands groupes, qu'ils soient français ou internationaux, avec à peu près la même chose à chaque fois, la même idée en tête, c'est vraiment transformer des idées, des choses un peu innovantes en mécanique qui fonctionnent. Je suis un pur autodidacte du web, parce que moi je suis juriste de formation, et donc j'ai grandi avec le digital, j'ai appris, j'ai itéré, je me suis planté, j'ai réussi d'autres trucs. Et puis là, j'ai la chance donc de travailler au sein de ce groupe avec une équipe de 30 spécialistes du marketing sur des sujets qui vont toucher aussi bien l'acquisition, la fidélisation, la construction de marques, les parcours utilisateurs ou la data, avec à chaque fois cet objectif de rapprocher les candidats et les talents. Voilà. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Quand je bosse pas, moi je suis un gros fan de jeux vidéo. Là, je vois que dans le décor du studio, il y a quelques références. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'était pour moi, mais en tout cas, écoute, c'est très très sympa. Et puis avec cette même idée, à travers le jeu vidéo, de jouer en équipe pour gagner, puis tout en prenant du plaisir. Donc voilà, un peu comme dans le boulot. C'est super. Moi, j'ai tenu à t'inviter effectivement aujourd'hui parce que je trouve que tu as une trajectoire de carrière qui est hyper singulière, et on y reviendra dessus avec à la fois des expériences longues dans des boîtes et puis des allers-retours, et je trouve ça hyper enrichissant. Et puis tu as aussi une vision du marketing. Ça, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur, mais je trouve que tu as une vision de marketing assez forte. On en parlait juste avant, et je t'interrogerai un peu là-dessus. Peut-être pour qu'on te découvre un peu plus. Aussi, on a une séquence un peu traditionnelle qui est la séquence Icebreaker, qui porte bien le nom du podcast, où je t'ai demandé effectivement en amont de préparer 2 vérités à mensonges que tu vas nous exposer, puis ce sera à moi de découvrir le poteau rose. Ça marche. Je t'en prie, vas-y. Ah, pardon. Écoute, alors, 3 propositions. La première, j'ai fait perdre 5 000 € à peu près à Randstad en voulant moi-même paramétrer mes campagnes d'ads, parce que je trouvais que ça allait pas assez vite, donc je me suis mis sur la console et je me suis planté. Deuxième proposition, j'ai eu la chance d'aller à l'Élysée pour présenter un projet marketing de Randstad. Troisième proposition, je me suis fait plaquer au sol par un agent du Secret Service américain alors que je visitais le Capitole. Ok, alors je vais essayer de découvrir. Donc je prends mes buzzers. Vas-y. Alors je suis très mauvais à ce jeu, donc je me trompe souvent, mais on va essayer d'inverser le sort. L'erreur de 5 000 € sur les campagnes, ça, honnêtement, c'est hyper classique. Moi j'ai fait pire, alors que c'est mon métier, le SIA, donc je pense que ça c'est une vérité. Je dois te répondre ou pas ? Allez. Non, c'est faux. C'est faux, c'est vrai ? C'est faux. C'est faux. T'as fait perdre plus ? Non, même pas. Je me tiens bien à carreau maintenant de toutes les consoles. Je laisse mes équipes qui sont des experts gérer ça. On parle stratégie, mais j'ai trop peur de commettre une erreur. Donc on parle stratégie, mais moi je le laisse faire après. Et c'est très formateur. Je pense que tous ici, l'agence, on a tous commencé, et au début, on a tous une erreur un peu fondatrice. Moi j'en ai fait plein et je continue à en faire, ou sur un week-end je me rappelle j'avais claqué 10 000 € je me rappelle encore sur Twitter pour un assureur, alors que ce budget devait durer un mois, et c'est une bonne leçon de vie, et effectivement sur le week-end on dort un peu assez mal, quoi. Donc moi j'ai des souvenirs comme ça des premières campagnes sur Facebook, sur Meta que j'avais lancées,
Et je me rappelle d'un stress permanent voilà, sur le c'est ça. paramétrage, en me disant est-ce que j'ai bien capé mon montant, est-ce que je me suis pas trompé d'un zéro, est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc c'est bon, maintenant ce stress, je l'ai confié à mes Voilà, équipes. c'est ça. Tu as délégué. Voilà, c'est plus moi. Mais ça aurait pu se passer. Ça Mais, aurait pu se mais donc, produire. ça m'interroge sur les deux vérités alors, parce que c'est quoi ce plaquage? Eh ben écoute, j'ai eu la chance, écoute, quand je travaillais déjà pour le groupe Randstad, d'avoir une formation aux États-Unis. Et j'ai un sénateur texan qui m'a pris d'amitié, qui m'a proposé de visiter le Capitole avec lui. Donc j'ai visité le Capitole avec lui. C'était juste après quelques jours après l'élection de Trump sur son premier mandat. Et alors qu'on se baladait dans les couloirs, d'un seul coup, j'ai entendu quelqu'un dire le vice-président va passer. Et j'ai même pas eu le temps d'entendre la fin de sa phrase, que j'ai eu un mec qui m'a pris, qui m'a D'accord. plaqué sur le côté. Parce que j'ai pas réagi, enfin j'aurais même dû réagir avant qu'il termine sa phrase en fait. Ok. Voilà, mais Fallait anticiper, quoi. voilà, j'allais anticiper. Mais du coup, voilà, tu vois, c'est un souvenir qui m'a plus marqué finalement que la visite du Capitole en soi. Mais Et après, très tu as eu sympa. l'Élysée aussi, alors ça, t'as Ouais, vécu un- l'Élysée, c'est une super expérience. On avait monté une opération qui s'appelait I Get a Job, qui visait un petit peu tous les jeunes talents qui avaient abandonné, qui avaient abandonné leur recherche d'emploi, voilà, tout simplement. Et on s'était dit, il faut absolument qu'on s'adresse à eux, mais comment les toucher finalement? Parce qu'on ne va pas les toucher sur les sites emploi. Et l'idée, c'était de les toucher là où ils sont, c'est-à-dire sur le digital, et pas sur des sites emploi, donc sur des sites qui vont parler de jeux vidéo, qui vont parler de sport, qui vont parler de cinéma, etc., ou de mode. Et on avait mis un dispositif en place digital, avec de la publicité qui était assez marrante, avec des jeunes qui se plantaient en entretien, et puis on leur disait, si vous ne voulez pas échouer, venez sur notre plateforme, il y avait toute une mécanique de gamification. Et à la fin, ils avaient un certificat qu'ils recevaient pour attester finalement de leur motivation d'être venus tous les jours sur cette plateforme, faire des quiz, apprendre des trucs, etc. Et l'étape finale, c'est que, c'était du on et du off, c'est qu'on les faisait venir dans un endroit où ils ne seraient pas venus spontanément, c'est-à-dire une agence d'intérim, pour leur remettre leur diplôme. Pour la plupart, c'était le premier simili-diplôme qu'ils avaient de leur vie. D'autre part, leur faire rencontrer des entreprises de la région qui recrutaient. Et enfin échanger avec des consultants Randstad. Et toute cette opération-là, en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas finalement la proposer à l'Élysée, ce qu'on a fait. Donc, on avait rencontré Nathalie Yanetta, D'accord. qui était conseillère spéciale à l'époque pour François Hollande, qui avait trouvé l'idée très très bonne. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est que quelques jours après, il y a eu les attentats. On était en, je crois, 2016. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas eu finalement ces politiques qui se seraient déplacés dans nos agences. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, on a quand même continué à monter l'opération. On l'a menée à bien. Et on a eu plus de 2500 jeunes et moins jeunes qui se sont déplacés en agence. Et de mémoire, je crois qu'il y en a un peu plus de 500 à qui on a trouvé leur premier job de leur vie. Donc, c'était à la fois un prétexte de rendez-vous client, parce que ça permettait de venir voir les clients en disant pour cette fin d'année, recruter des jeunes qui ont fait preuve de motivation. Vous venez de parler de votre entreprise. Donc, ça permettait opération client, d'avoir un bon prétexte pour les appeler. Une belle opération aussi de sourcing candidat, puis une opération aussi de communication en même temps. Et derrière, une valeur sociétale, parce que quand tu as fait tout ça et que tu te dis, tiens, il y a 500 personnes qui n'avaient pas de boulot, qui étaient en galère, qui en ont trouvé grâce à ce programme, c'est la petite fierté Ça, de fin d'opération. à ton job et à ton opération, ouais, tout à fait. Ce que je te disais en préambule, moi, Gilles, c'est qu'effectivement, ce que je t'ai invité, c'est une des raisons, c'est ta trajectoire de carrière. Tu as commencé autour des années 2000, mais grosso modo, un fait qui est assez marquant, c'est que tu as travaillé, en tout cas, ça fait 12 ans que tu travailles aujourd'hui dans le groupe Randstad, avec des allers-retours. Donc, tu as commencé sur un premier cycle de 10 ans. C'est ça, si tu veux nous en parler un peu. Donc, tu as commencé chez Expectra, Oui, c'est ça. qui n'appartenait pas au groupe Randstad. Oui, à l'époque, c'était le groupe Vedior, avec une marque qui était connue en France, qui était Vedior Bis, et il y avait une filiale Expectra qui était dédiée à tout le recrutement spécialisé. Et je suis arrivé effectivement en 2007, je sortais d'agence de com, et j'étais là effectivement pour m'occuper du site internet. Donc à l'époque, c'était quelque chose qu'on considérait vraiment, vraiment à part. Des gens parlaient web et pas digital. Et mes premières armes, c'était vraiment créer le site internet, le maintenir. Le serveur, il n'était pas très loin. Je faisais mes mises à jour, je faisais mon code HTML, je faisais mes mises à jour avec mon petit FTP. Puis en même temps, on commençait à avoir notre première stratégie, un petit peu de contenu qu'on lançait à travers notre newsletter, à travers notre blog. Et voilà, donc c'était vraiment la première partie opérationnelle. Puis après, vers 2011 de mémoire, le groupe Vedior s'est fait racheter par le groupe Randstad. Et
Le gros changement que ça a eu, c'est qu'à l'époque, dans Vedior, il y avait une stratégie un petit peu multimarque. Donc, il y avait des marques comme Expectra, comme Appel Médical, comme Vedior Bis. Chacune avait sa propre équipe marketing. Et après le rachat par le groupe Randstad, il a été décidé de créer un énorme service marketing qui allait finalement adresser ensemble toute cette multiplicité de marques. Donc, ça permettait surtout d'avoir beaucoup plus de spécialistes. Et donc voilà, vers 2011-2012, on a été réorganisé. Alors à l'époque, là, c'était organisé avec une équipe B2B, une équipe B2C et une équipe digitale dont j'ai pris la tête. Et donc j'y suis resté jusqu'en 2017, avant de partir pour de nouvelles aventures et revenir il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on reste 10 ans dans un groupe? Parce que c'est assez rare maintenant. C'est étonnant de dire ça, parce qu'il y a 30 ans, j'aurais pas posé cette question. Aujourd'hui, je la pose. Parce que dans nos métiers, dans le digital, l'espérance de vie dans un groupe, il est rarement au-dessus de 5 ans. Toi, tu es resté 10 ans et tu es même revenu. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as pu rester aussi longtemps? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Encore une fois, quand je suis arrivé, c'était vraiment le web. Donc, tu avais une casquette de super webmaster et on commençait à en mettre en place les stratégies de contenu. Et j'ai pas eu l'impression, en tout cas, sur toutes ces années-là, de faire exactement le même métier. Bien sûr, parce que le groupe a énormément évolué, mais parce que nos métiers du marketing ont beaucoup évolué, et surtout toute la partie digitale. Et donc, en dehors du web, on a vu arriver tout ce qui était la vague des réseaux sociaux, on a vu arriver toute la vague, tous les changements liés au mobile et au smartphone qui ont tout bouleversé. Moi-même, après, j'ai pris aussi d'autres périmètres, c'est-à-dire que sur le digital, j'ai pu déborder sur le média classique. Tout à l'heure, je t'expliquais un peu cette opération où on a été sur le digital, mais à la fin, tout se passait en agence. Donc, c'était aussi la chance de se dire, tiens, je fais des opérations qui ne sont pas, entre guillemets, que web, que digital. Et même si je suis complètement passionné de ça, de faire un pas de côté, c'est aussi intéressant. Donc, je me suis jamais embêté, finalement, sur ces 10 années, à la fois grâce aux transformations du groupe, mais également grâce aux transformations du digital qu'on a vécu. Et puis, il y a eu énormément d'innovations. Je me rappelle, quand je suis arrivé chez Expectra, on avait été les premiers à proposer une agence d'intérim sur Second Life, voilà, à l'époque. Second Life, ah oui, d'accord. Sur Second Life. Ça n'a pas fait beaucoup de recrutement, mais en termes de reprise presse, je crois que ça a été un de nos plus grands succès. C'est une super opération marketing, en tout cas, ou de com, à minima. Ouais. Voilà. Mais à l'époque, voilà, alors je voudrais te dire qu'on l'avait en tête depuis le début. Ouais. Non, en fait, on voulait vraiment faire du recrutement sur Second Life. Est-ce que vous avez recruté via Second Life? On a recruté sur Second Life. Je ne me rappelle plus les profils qui ont été recrutés, mais on a recruté, mais ça va se compter sur les doigts d'une main sur Second Life. Mais on a appris beaucoup de choses en le faisant. Ça fait penser à je ne sais plus quelle marque, peut-être que tu sais, qui a lancé une sorte de cabinet de recrutement sur le métaverse il y a 2-3 ans. J'ai plus en tête. Ouais, je l'ai vu. Et pareil, je pense qu'en termes de retombées presse, c'était monstrueux. Mais en termes d'efficacité ou de ROI, ça doit être pareil. Pareil. Et puis voilà. Et puis on était en pleine transformation. On avait mis en place tout ce qui était contenu avec le blog Expectra qui existe encore aujourd'hui, avec toute cette stratégie de brand content qui a très bien fonctionné et qui tourne encore aujourd'hui. Voilà, il y a dans les belles expériences. Écoute, on a été les premiers aussi à mettre en place la candidature avec ton profil sur les réseaux sociaux. À l'époque, on avait travaillé avec Viadeo. On avait tordu 12 API différentes avec les devs de Viadeo pour mettre ça en place. Et on a été le premier à proposer ça. Donc il y a quand même une grande tradition en fait d'innovation. Puis après, avec Randstad, on a beaucoup travaillé sur des sujets comme le big data, notamment. Donc voilà, il y a... On n'utilise plus trop cette expression de big data. Non. C'est un peu le mot-clé 2017, 2018 et après. Et puis qui a complètement disparu. Maintenant, on parle d'IA, mais c'est un peu un mot fourre-tout. Dedans, on a plein de dimensions. Voilà. Et à l'époque, on avait beaucoup communiqué autour de notre solution de big data, alors qui s'appelle Smart Data, et qui existe toujours, et qui fonctionne très très bien, mais qui est plus du tout sous les projecteurs. Qui est moins brandé là, du coup. Ouais, pardon. Qui a moins d'attrait, ou en tout cas de nervosité par rapport effectivement à d'autres sujets. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, 2017, ça fait 10 ans. 2017, le groupe est en croissance. Et tu prends une décision de dire, en fait, je veux me challenger. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète. Peut-être que toi, tu as une autre lecture, mais de dire, je repars un peu à zéro et je vais chez Viadeo. Tu l'as cité tout à l'heure. Ouais, qui était une marque qui était, elle, pour le coup, pas en croissance, à ma connaissance, en 2017. Non. Et qui était face à une montagne qui s'appelle LinkedIn. Oui. Écoute, pour le coup, ça faisait 10 ans. Donc, j'étais très bien au sein du groupe Randstad.
super relation avec ma manager à l'époque, qui est aussi toujours ma manager d'aujourd'hui, Anna Maria. Mais j'avais l'impression, je voulais, comme tu dis, je voulais me challenger, parce que finalement, ça marchait bien. J'avais une très très belle équipe, on avait des beaux sujets, tout tournait. Le bateau n'était pas du tout dans la tempête, mais je voulais un peu me confronter. Et il y avait Viadeo qui avait été en liquidation judiciaire, qui avait été racheté par le groupe Figaro, enfin Figaro Classifieds, avec à sa tête Thibaut Gemignani, qui est un vieux de la vieille dans le domaine de l'emploi et du recrutement. Et j'ai vu ça comme un défi, c'est-à-dire que j'ai pu échanger avec Thibaut, on était déjà en contact, et de se dire, tiens, Viadeo, est-ce qu'on peut le relancer? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de Viadeo? Alors, spoiler, ça n'a pas fonctionné, mais sur le papier, il y avait des choses assez intéressantes à faire en termes, encore une fois, de contenu, d'expérience. Et puis moi, surtout, Viadeo, j'avais dans le passé beaucoup travaillé déjà avec eux, hein, et j'aimais beaucoup cette équipe, j'aimais beaucoup ce côté start-up, l'approche aussi très produit. Et je voulais aussi avoir la chance de collaborer avec les personnes que je connaissais chez Viadeo. Et donc j'ai dit, allez, je saute le pas, je rejoins le groupe et on va essayer de faire quelque chose avec Viadeo. Sur le rachat de Viadeo par Figaro, moi je me suis toujours demandé si l'objectif final, c'était quand même pas d'acheter la base de données, parce que finalement sur Viadeo, on y était tous. Alors pas forcément actifs, mais peut-être que tu as le chiffre, mais il y avait énormément de profils finalement qui ont été créés. Enfin, en tout cas, quelle était la stratégie derrière Figaro? Parce que Figaro Classified, c'était plusieurs marques sur la verticale emploi. Il y avait Viado, mais il y en avait d'autres. Est-ce que dès le début, le projet n'était pas finalement, on garde ce produit, mais à la fin des fins, c'est quand même la base de données qui nous intéresse? Non, non, parce que effectivement, à côté, il y avait des beaux produits comme Cevaden, qui est la CVTech, comme des marques à l'époque comme Cadre Emploi ou comme Quel Job. Donc en fait, Viadeo venait compléter ça. Et il y avait vraiment l'idée de relancer finalement un champion français en disant LinkedIn avait déjà pris une bonne part du marché. Mais c'était moins gros qu'aujourd'hui. C'était moins gros qu'aujourd'hui, mais c'était Ouais. déjà, on sentait cette tendance forte de LinkedIn et dire pour tout un tas de raisons, notamment de concurrence, de prix, etc. Il y avait un intérêt à toujours avoir un champion français et à le positionner en face de LinkedIn, dans une gamme finalement un peu complémentaire. Et puis dans le groupe Figaro, il y a d'autres géants. Il y a, à côté de Figaro Classified, il y a CCM Benchmark, qui est un géant du référencement et du trafic avec une myriade de sites internet. Il y a bien sûr le groupe Figaro avec énormément de nouveautés. Donc finalement, de se dire, on prend un réseau social dans lequel on a un aspect où il y a quand même beaucoup d'actualités, de news, où il y a un abonnement premium, là où sur le Figaro, il y a aussi un abonnement. Là où il y a de l'emploi, il y a déjà de l'emploi au sein de Figaro Classifieds. Et puis dans Figaro Classifieds, il y a aussi de l'éducation, puis il y a aussi de l'immobilier. Et quelque part, ça faisait sens, ça venait bien compléter cette galaxie-là. Donc vraiment, il y avait vraiment un projet, en tout cas vraiment au départ, de le relancer. Et après, confronté au marché, confronté aux ressources, ça a été effectivement beaucoup plus compliqué. Il y a eu un pivot qui a été fait autour des avis et des notations. Donc on va le dire, si je caricature un petit peu, un Glassdoor à la française, voilà. Mais qui a bien fonctionné parce qu'on avait fait une belle stratégie justement d'emailing, etc. Et on a collecté beaucoup, beaucoup d'avis. Mais on était resté sur un périmètre fonctionnel très très large, avec beaucoup de difficultés à choisir finalement. Viadeo, c'était une régie publicitaire. Viadeo, c'était un newsfeed. Viadeo, c'était une messagerie. Viadeo, il y avait une partie freelancing. Et encore, je crois qu'à l'époque, on devait être encore dans 20 pays avec 12 langues différentes. Donc après, il y avait des coûts de structure et de fonctionnement qui devenaient trop compliqués. Mais en tout cas, sur la partie, quand on a décidé de se dire finalement, on va pivoter autour des avis, il y a eu quand même d'attraction. Mais on avait probablement aussi surestimé le côté un peu Made in France. Et le côté, ça allait intéresser dessus. C'est marrant parce que quand je pense à, par exemple, Copain d'avant versus Facebook, je prends l'exemple de Dailymotion versus YouTube, Viadeo versus LinkedIn. Il y a un autre réseau social français, là, dont j'ai oublié le nom, qui a été racheté par Vodoo, où on doit prendre une photo de soi. Ah oui, à intervalles réguliers. Voilà, c'est ça. Mais j'ai plus le nom en tête. Enfin, bref. Est-ce qu'en France, on arrive à construire un champion sur les réseaux sociaux qui dure? C'est-à-dire qu'on arrive à créer quand même des boîtes qui sont visibles, qui sont émergentes, qui arrivent à avoir un parc d'abonnés ou en tout cas d'utilisateurs actifs. Mais on voit qu'au moment de... Parce qu'il y a toujours un gagnant et un perdant, quoi, finalement, dans cette course-là. On est toujours le perdant aujourd'hui. Et qu'est-ce qui nous manque, à ton avis? Alors, je sais pas si... Voilà, c'est vraiment une colle que tu... Qu'est-ce qui manque? Par exemple, qu'est-ce qui manquait à Viadeo pour rattraper son retard sur LinkedIn ou même être devant LinkedIn, finalement? Je pense il y avait pas mal de choses. Je pense que
en termes de développeurs, en termes de force de frappe, en termes de développement, c'est clairement un manque. Donc c'est du cash quoi qui manque en fait. Il manque du C'est cash. ça. Parfois, il manque aussi les bons développeurs, parce qu'à l'époque, il y avait une tension sur les métiers de la tech qui était très très forte. Donc, tu as aussi une guerre des talents sur cette partie tech. Et pour avoir travaillé après sur une autre marque qui s'appelle Choose Your Boss, je l'ai bien vu. Donc, c'est de trouver un peu les bons techs, c'est de trouver le cash. C'est aussi ces visions où les Américains sont très très forts, c'est-à-dire accepter de perdre des sommes colossales d'argent pendant X temps avant de pouvoir éventuellement regagner ta mise. Mais on le voit en ce moment, typiquement sur l'IA, où je crois que sur les investissements, on est déjà 10 fois, un montant d'investissement 10 fois supérieur à ce qu'on avait dépensé à l'époque de la bulle Internet. Donc il y a des moyens colossaux qui sont mis en service. Alors j'espère que, j'ai vu que Mistral, notre champion français de l'IA, il y avait des parts qui avaient été prises, je crois, par un groupe hollandais. Mais c'est ça, Mistral, c'est un bon point, parce que tu dis Mistral, ils sont plus vraiment français, quoi, Voilà. sur le capital social en tout cas. C'est des patrons français, mais derrière, c'est... Ouais, alors c'est pas des fabricants de puces, mais c'est ceux qui fabriquent les machines qui permettent de fabriquer les puces, si j'ai bien compris des parts. Bon, après, ça reste européen, c'est déjà ça. Mais non, je pense qu'il y a une histoire de capital et de se dire combien de temps on se donne avant d'avoir de la rentabilité. Tu parlais de LinkedIn, typiquement, LinkedIn a été racheté par Microsoft. Je voudrais plus dire de bêtises, mais pendant longtemps, c'était des centaines de millions de pertes avant que ça devienne le géant incontournable d'aujourd'hui. Et pendant toute cette période-là, il fallait quelqu'un comme Microsoft derrière pour absorber le choc. Mais c'est un bon exemple, LinkedIn avec le rachat de Microsoft, ou même YouTube, qui a été racheté par Google. J'ai l'impression que sur ces boîtes américaines, elles n'hésitent pas à faire des rapprochements avec des boîtes encore plus grosses qui leur permettent effectivement de leur apporter de la compétence technologique, leur permettent d'apporter un parc d'abonnés ou en tout cas d'utilisateurs embarqués, et puis ce qu'on disait, du cash. Alors que nous, les boîtes françaises, on n'a pas cette stratégie-là, en tout cas sur les 4 exemples que je t'ai donnés. Alors Viadeo s'est rapproché de Figaro, mais Figaro, ça reste en termes de force de frappe, c'est pas comparable. Ça reste résiduel, entre guillemets. Et après, j'ai quand même le sentiment, pas qu'on manque d'ambition, parce que j'aime pas ce côté French bashing, moi je suis pas du tout dans cet univers-là, mais de dire, est-ce qu'on est peut-être un poil timoré en disant, des fois on est très content de monter une boîte et qu'ils sont un leader français, là où d'autres, tout de suite, quand ils montent leur boîte, ils ont peut-être une dimension tout de suite worldwide, entre guillemets. Et donc, ça change l'échelle de temps, ça change la force de frappe. Et du coup, en termes de projection, c'est quand même... Oui, tu as sûrement du mindset, tu as le champ des possibles. Tu citais l'exemple de YouTube racheté par Google. Moi, le premier, quand on a vu le montant du rachat, on s'est dit, mais ils sont fous, pourquoi ils ont mis un tel montant? Jamais ça vaut ce montant-là. Et puis, ils ont 1000 fois bien fait. Et après, tu le vois au niveau des talents, encore une fois, on voit quand même qu'il y a beaucoup de talents français qui sont aux États-Unis, dans la Silicon Valley ou autres, et des réussites françaises avec des patrons français qui réussissent très très bien aux États-Unis, mais qui n'avaient pas l'infrastructure ou en tout cas l'environnement nécessaire pour réussir en France ou en Europe. J'ai lu ça justement cette semaine, ils appellent ça le Dark 440. Justement, c'est tous les patrons, toutes les entreprises, notamment américaines, qui sont gérées par des patrons français. Et en fait, il y en a beaucoup, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas à ce que moi je pensais. Donc, effectivement, on est reconnu, mais pas dans nos contrées, ou en tout cas pas assez par rapport au talent qu'on a. Donc, Viadeo, effectivement, l'aventure s'achève. Et après, donc, tu vas dans une start-up qui s'appelle Hublot. Exactement. Toujours dans le même secteur, l'emploi. Oui, l'emploi. Médical, c'est ça. Dans le médical, en fait, il y a toujours ce côté aussi de vouloir trouver du sens. Et forcément, quand tu as bossé 10 ans dans un groupe comme Randstad, où tu es vraiment dans l'humain, et ce que tu fais, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur cette opération, tout ce que tu fais, tu as un objectif de croissance pour ton entreprise, mais en même temps, tu sais que concrètement, tu as un impact sur la vie des gens. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs dans la vie où tu sens cet impact direct. Donc tu l'avais aussi, bien sûr, sur Figaro, puisque Figaro, il y avait aussi ce côté, non seulement de travailler sur ce projet-là, rejoindre ses équipes, et puis je voulais voir un petit peu, puisque Figaro, c'est toujours des job boards, je voulais voir un petit peu de l'autre côté, comment ça se passait. Et puis Hublot, envie pour avoir travaillé un petit peu avec ces méthodes agiles, ce goût du produit chez Viadeo, donc je voulais toujours avoir du sens dans ce que je faisais, et puis je voulais connaître un petit peu justement ce côté start-up, on parlait de fonds, et je me dis, je voulais le prendre un peu plus tôt. Je me suis dit peut-être que Viadeo, je suis arrivé un peu tard dans la vie de Viadeo, je voudrais y arriver un peu plus tôt. Et donc Hublot, start-up française, quand je l'ai rejoint, ça faisait 5 ans, je crois, que ça avait été lancé. Donc c'est une solution SaaS, de gestion des remplacements dans le domaine de la santé. Voilà, quand j'ai rejoint l'équipe, je crois qu'il y avait 90 personnes de mémoire, ils doivent être à peu près 200 maintenant.
et il n'y avait pas de service marketing. Donc en fait, ma première mission, ça a été de créer un service marketing pour accompagner la croissance du Blo. Et c'est-à-dire comment s'est construit la boîte? Elle s'est construite uniquement via le produit au début, c'est Elle ça? s'est construite avec le produit. Ouais, Ouais. Elle s'est construite avec le produit. C'était une solution SaaS. C'est les deux fondateurs du Blo qui ont développé ce produit, donc ont parfaitement trouvé leur marché. Et ça s'est développé vraiment avec le produit, avec une force, je dirais vraiment deux axes de développement, qui est le produit et une force commerciale extrêmement efficace. Sûrement un effet de boost pendant le Covid, qui a aidé au développement finalement de la boîte. Mais ça s'est beaucoup trouvé. Et après, le challenge, justement, c'était de trouver quelle était la place du marketing dans une boîte qui a réussi à se développer très très bien pendant 5 ans, quelque part en se passant du marketing ou en faisant du marketing sans le savoir. Ça, c'est intéressant parce que c'est une des questions que je vais te poser, mais je vais te la poser maintenant. C'est, je lisais une étude donc, sur les top entreprises américaines. À ton avis, quel est le pourcentage de ces entreprises qui n'ont pas de CMO aujourd'hui? Sur le top 500. Sur le top 500. Alors ta question me fait très très peur. Ouais. Elle me fait très très peur pour mon métier. Sur le top 500, je dirais peut-être 10%. Eh ben, c'est 33%. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise sur 3 dans les meilleures entreprises américaines qui font abstraction. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de marketing, mais en tout cas, il n'y a pas de personne identifiée au CODIR qui est en responsabilité de cette fonction. Donc moi, je suis d'accord, je trouve ça hyper inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a une dévalorisation, en tout cas dans l'imaginaire, de cette fonction. Alors, soit parce qu'elle est éclatée entre plusieurs pôles, peut-être côté commercial, peut-être côté product, ou CDO, ou CTO, etc. Soit parce que elle est pas adressée, ou en tout cas, on estime que je pense que c'est un métier qui est en perte de vitesse. Je pense que la fonction marketing est une fonction qui n'a pas su se réinventer, ou en tout cas qui n'a pas su suffisamment communiquer. Là où on a vu l'essor du produit, qui a pris une part importante dans les structures, et heureusement, mais qui a bien su aussi quelque part marketer ses propres métiers finalement, un PMM ou des métiers finalement, c'est des chefs de projet qui appliquent certes des méthodes agiles, mais qu'on connaissait déjà avant, mais on a su un petit peu habiller tout ça et le faire rayonner un peu plus. Le marketing n'a pas su le faire, et autour de moi, je vois de moins en moins sur des parcours de carrière ou d'évolution des présidents, des DG qui viennent du marketing. Et je partage ton avis, c'est-à-dire ton analyse, je pense que ça s'est déporté en partie sur la partie sales, en autre partie sur la partie produit. Probablement que l'essor du digital a sans doute contribué à ça. Peut-être parce qu'on a été un peu plus sensible au parcours, peut-être qu'on a été plus sensible à certaines innovations techniques qui ont été vues peut-être comme en dehors du marketing. Et puis on a toujours cette vision très stéréotypée un peu du marketing, peut-être encore plus qu'avant, où on a le produit et le développeur qui ont fait une application géniale, super fiable, avec des parcours utilisateurs géniaux, et puis le gars ou la nana du marketing qui débarque et qui colle sa grosse bannière qui tâche en page d'accueil ou lancement de l'app. Voilà. Donc, ouais. Puis moi, je pense que le marketing, honnêtement, c'est marrant parce qu'il y a une étude récente là, en britannique qui montre qu'il y a un désalignement majeur entre le patron, grosso modo, et le directeur marketing. C'est un désalignement qui existe historiquement, mais qui s'accentue là depuis 2 ans, notamment à faveur de la crise. Et je pense qu'il y a deux choses, et c'est en partie de notre faute, marketeur. Hein. La première, c'est que c'est une discipline quand même qui d'apparence accessible. C'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire sur la campagne marketing de la boîte dans laquelle on a travaillé. Et souvent, quand on travaille marketing, on a beaucoup de feedback non sollicité de personnes qui disent « Ah, moi, la pub, j'aurais vu telle angle, etc. » Donc, ce qui n'est pas le cas sur notre métier. C'est-à-dire qu'on a le CFO, il n'a jamais de feedback sur comment faire son contrôle de gestion. A priori, il n'y a personne qui va le challenger là-dessus. Donc, je pense qu'on paye un peu le fait d'avoir cette accessibilité, en tout cas de façade. Et deuxièmement, moi je pense que, et là c'est 100% notre faute, c'est que on a désenchanté à dessein notre fonction. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que il y a 20 ans, un CMO, ce que tu fais, son job c'était de construire une marque forte, avec de la récurrence, de la répétition, être top of mind, influencer la décision, quoi. Oui. Et il y a beaucoup de CMO qui se projettent plus comme ça. Et pour eux, en tout cas, ils sont challengés sur des trucs. Ils sont plus CRO, en fait. Exactement. Ils sont en responsabilité du revenu. On leur dit, demain, c'est quoi le chiffre, après-demain, c'est quoi le chiffre. C'est la partie qui vient digital. Alors, je partage complètement ton analyse. Je pense que déjà, surtout sur notre métier, à part peut-être les créatifs, où c'est pire, je pense qu'on est effectivement, tout le monde va avoir un avis sur ton spot radio, sur ta bannière, sur ce que tu as publié sur les réseaux sociaux, parce que moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, mon petit cousin, il fait, voilà, etc.
ton podcast, voilà, mon fils, il est très très bon, tu sais, il a 3000 personnes sur Twitch, il pourrait peut-être te conseiller pour faire mieux ton podcast. Donc, ça joue complètement. Et effectivement, sur ton CFO, voire ton dev, il y a moins de personnes qui passent derrière toi pour dire ton code, je ne l'aurais pas intenté de la même façon que toi. Donc, ça joue complètement sur le ressenti. Et puis, parce que avec la bascule sur le digital, on est devenu beaucoup plus dans les métriques, ce qui est à la base très très bien. Donc on donne beaucoup plus de compte rendu, de compte, on va dire ta campagne, qu'est-ce que ça a généré, c'est quoi les résultats, combien d'argent ça a apporté sur la table, etc. Donc on a mis beaucoup de métriques, donc on a mis le nez vraiment dans la data. Encore une fois, sur le départ, c'est bien, mais on a un peu délaissé toute cette partie, comme tu disais, un peu de réenchantement, de renforcement de la marque, parce que comme sur d'autres actions, tu as beaucoup plus de mal à sortir des KPIs où tu vas sortir des estimations, tu vas dire en termes d'équivalent prêt, ça donne ça, etc. Mais ça semble tellement flou par rapport aux résultats que tu as l'habitude de donner. Tu es dans un monde où tu vas pouvoir dire, bah voilà, mon utilisateur qui est venu sur le site, il a fait ça, il a mis ça dans son panier, le revenu, il est de temps, etc. Voilà l'ARR, machin. L'affichage que tu vas mettre dans la rue ou même la pub que tu vas faire comme ça, tu vas avoir beaucoup plus de mal à te dire combien à la fin ça m'a gagné. Et du coup, l'exigence qu'on a vis-à-vis de le digital, comme on ne peut pas l'avoir sur d'autres médias ou sur le branding, bah on l'a délaissé. Et je pense que ça a aussi affecté la façon dont on fait notre métier. Maintenant, il y a peut-être une opportunité, puisqu'on le voit sur le marketing, que ce côté de la chasse au clic, au dernier clic, elle a moins le vent en poupe. D'une part parce que tout ce qui est tracking, tout ce qui est cookies, etc., il y a de plus en plus de contraintes réglementaires qui fait que ça va les dégager et on aura peut-être moins d'infos qui vont nativement remonter, ça c'est une chose. D'autre part, on est sur des parcours maintenant qui sont beaucoup plus hétérogènes qu'avant. C'est-à-dire que là, où avant tu faisais ton top of mind, enfin tu faisais tout ton funnel de transformation et tu disais ok, la considération, la transformation, la recommandation avec un parcours hyper linéaire, ça correspond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tellement de touchpoints différents avec une marque, alors digitale ou même hors digitale, avant de passer à un acte d'achat. Je dirais tous les tunnels, ils ont plus de, pour moi, ils ont plus d'intérêt. Ah, ils ont plus de sens. Ouais. Ils ont plus de sens. Souvent, ton premier contact, par exemple, ça peut être par une application, ça va être l'expérience que tu as à travers cette application qui va te faire la garder, qui va te faire la recommander. Donc, tu commences par un peu l'inverse de ton tunnel d'avant. La pub va arriver plus tard. Donc, voilà, tu as une myriade de touchpoints. On le voit aussi avec l'IA, bien sûr, où maintenant, c'est l'essor du zéro-clic, puisque on t'amène la réponse sans passer par le site. Donc, toi, tu as un peu plus de mal, puisque finalement, il y a des gens qui vont considérer ta marque, mais toi, tu le sais pas, parce qu'ils sont jamais passés ils n'ont pas encore cliqué sur quoi que ce soit, donc tu le sais pas. Et donc, je pense que dans ce nouvel environnement qu'on a, on a tout intérêt à revenir faire un petit peu quelques années en arrière, et à remettre de l'investissement justement sur de la marque, à recréer la force de la marque. Donc ça passe par d'autres choses, hein. Encore une fois, elle est beaucoup plus liée à l'expérience que tu proposes que à la réclame ou au matraquage, ça c'est clair. Mais en tout cas, on a besoin de renforcer la présence de la marque, encore plus qu'avant, et d'être un peu moins en train de l'œil rivé sur ton CPA, ton CPC qu'avant. Donc on a peut-être une opportunité là, mais par rapport au budget que tu dois défendre, c'est plus compliqué. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors moi, il y a 3 points sur lesquels je veux rebondir. C'est le premier, c'est le fameux entonnoir. Alors, c'est marrant, moi j'ai écrit un article il y a 6 mois en disant arrêtons avec l'entonnoir, vraiment, c'est un truc qu'on apprend en école de marketing. Alors, je le dis à dessein parce que j'en ai jamais fait en plus d'école de marketing, mais C'est pareil. franchement, c'est-à-dire que dans ta vie, moi j'ai jamais vu un tunnel, tu vois, les tunnels qu'on apprend, j'ai jamais vu moi en vrai, quoi. C'est-à-dire que ça n'existe que dans des bouquins, ça. Et ce concept-là de tunnel, parce que j'ai travaillé un peu là-dessus, ça t'écrit dans les années en 65 ou 70. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc il est de facto caduque. Et effectivement, le modèle, comme tu dis, c'est du multitouche. Et Google, ils ont théorisé un truc, et ils parlent, eux, de 4 S. C'est scroll, swipe, shop and search. Bah, je trouve que ça reflète plus Tout à fait. notre quotidien, nous, d'utilisateurs un peu moyens. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, je trouve qu'en marketing, on est encore trop dans l'abstraction. C'est-à-dire qu'on va parler de persona, là où j'aimerais qu'on parle de personne, en fait. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, moi, je suis patron d'Eskimos France, mais j'ai quand même toujours fait du marketing, et ben, je parle tous les jours à des clients ou des prospects, tu vois. Et je pense que c'est 100% mon job de faire ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai l'impression,
peut-être que j'ai une vue tronquée, mais j'ai l'impression que les CMO parlent à des entités abstraites. C'est-à-dire qu'on va parler de persona, on va parler d'ICP, Oui, t'es etc. derrière tes chiffres. Voilà, c'est ça. Et donc, C'est c'est un très côté concret. rassurant parce que du coup, on est des experts de chiffres, de data, et c'était un bon virage à prendre, mais je trouve qu'on allait dans l'excès. Oui, complètement. Et on s'est détaché un peu du réel, Tu dois défendre tes actions, tu dois défendre ton budget et tu dis, ben, c'est chouette, j'ai mes chiffres. J'ai tellement maintenant d'indicateurs que je peux vraiment prouver par A plus B que je vais dans la bonne voilà, t'as une direction. machine comme ça. Voilà, j'ai mes objectifs de lead à atteindre, etc., etc. Et je pilote tout ça comme une machine. Mais en fait, c'est un faux semblant de contrôle. C'est vraiment un faux semblant de contrôle. C'est t'as le nez rivé sur les indicateurs de. C'est comme si tu conduisais sans plus regarder la route, mais en regardant juste Justement. les compteurs de ta voiture. Et c'est important, mais tu peux pas faire que ça. Et comme tu dis, on a été beaucoup, beaucoup trop loin Bah ça, sur cette partie-là. moi je dis pas qu'il faut cracher sur les données, moi je suis hyper friand de données, je pense toi aussi, mais c'est comme toute chose, il y a une juste mesure et des fois faut laisser parler un peu l'intuition, l'aspiration, Déjà, voir moi, le momentum, sortir des coups, enfin il y a des choses comme ça qui sont un peu... personnellement, je suis pas fan des personas. Tu sais, c'est un peu une populaire opinion, mais moi, Moi non plus, les personas, je trouve que c'est extrêmement réducteur. Et en fait, tu as tellement de cas différents que le résumé à des personas, alors ça peut aider dans le cadre d'une réflexion, mais ça atteint vite ses limites et probablement qu'on donne aux personas beaucoup trop d'importance, que ça devrait en avoir. Et après, tu as toujours un mixte entre regarder ta data, regarder tes stats, qu'est-ce que remonte tes chiffres, en même temps interroger les gens. Mais il faut surtout pas te reposer que sur l'un ou sur l'autre. Il faut pas écouter complètement ce que les gens te disent, parce que c'est faux. Et il faut pas non plus regarder que les chiffres. Il faut vraiment faire un mélange des deux. Parce que, encore une fois, si je te demande, si tu es dans la rue, tu demandes aux gens ce qu'ils voudraient voir à la télé ou sur YouTube, ils vont te dire plus d'émissions culturelles, plus d'émissions politiques, ouais, tout le monde regarde Arte, etc. Voilà. Et puis dans les faits, et ils vont regarder de la télé-réalité, et voilà. Et sauf que pour X raisons, ils n'ont pas envie de te dire que ils auraient envie de plus de télé-réalité, etc. Donc tu peux pas complètement les écouter, ou tu peux les écouter, mais il faut que tu regardes les chiffres. Et puis ton rôle, c'est d'aller au-delà de ça, c'est de deviner finalement derrière tout ça ce qui se cache. Tu vois, c'est les fameux exemples. Moi, au tout début de ma carrière, j'ai fait de la vente. Je vendais des ordinateurs et je vendais des téléphones. Et à l'époque, les téléphones, tu demandais aux gens, ils voulaient le plus petit possible, avec la plus grosse autonomie possible. Si je leur disais ce téléphone, l'autonomie c'est 72 heures, ils me disaient 3 jours. Ah non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Comment t'allais deviner que quelques temps plus tard, on allait se battre pour des téléphones énormes qui tiennent à peine dans ta poche, qu'il faut recharger au moins une fois par jour? Pas du tout, et là, personne te l'aurait dit. Personne te l'aurait dit. Donc en fait, il faut aller au-delà de ce que tu peux mesurer en statistiques d'usage, que tu peux avoir en déclaratif, pour travailler tout ça. Et c'est là où, quelque part, on a un rôle. Moi, j'ai mon ancien boss là, de Meilleur il avait une phrase moi, que j'aimais bien. Il disait qu'il préférait 100 fois un avis client, entre guillemets, en tout cas un retour du terrain, qu'un rapport McKinsey. Et c'est vrai que moi, je trouve quand même, alors avec tous les biais que tu as mentionnés, mais c'est-à-dire que dans les biais que tu mentionnes, c'est toi qui va voir, Oui. qui va quand parler un échantillon ou un panel. Là, je trouve dans le retour client, quand même, où c'est le client qui fait un effort, il a consommé ton produit, ton service, il fait un effort de faire un feedback. Je trouve qu'il y a moins d'enjeux. Alors peut-être qu'il a envie d'être remboursé à la fin des fins, mais il y a peut-être. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une transparence, et peut-être une honnêteté qui est plus forte. Et souvent, c'est quand même, quand on est dans une direction marketing, c'est quand même intéressant, quoi. C'est-à-dire que ça permet de lever tous les points aveugles qu'on n'a pas adressés et que tu vois pas dans tes tableaux de bord de pilotage, quoi. C'est un sujet que moi je trouve intéressant. Il y a un sujet que j'aime beaucoup, moi, c'est les communautés. On avait lancé une chez Hublot, une communauté de soignants. On en lance également chez Randstad. Et j'aime beaucoup les communautés parce que derrière toutes les interactions qu'il y a, parce que finalement, c'est des gens qui ont envie de parler avec la marque, mais qui ont surtout envie de parler d'abord entre eux. Et du coup, tu as du feedback qui est beaucoup plus sain parce qu'ils ne sont pas en train de répondre à une question que tu leur poses avec ce biais qui consiste soit à vouloir te faire plaisir ou soit au contraire vouloir te casser parce que voilà, c'est toi qui poses la question. Là, ils sont entre eux, ils ont des échanges et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de voir les besoins qu'ils expriment, les peines, les frustrations qu'ils peuvent avoir, parce que du coup, c'est décorrélé. Ta marque, tu es beaucoup plus loin en observateur, et derrière, ça te permet de construire des choses beaucoup plus pertinentes, que ce soit en termes d'évolution de produits, d'évolution de services, de ton offre, etc., que si tu tends le micro, ou tu vois, tu fais des sondages, etc. Il y a une anecdote qui est connue un peu sur Amazon. Alors, démarrage, il y avait des difficultés sur le service client, c'est-à-dire qu'ils notaient tout un tas d'items, et le service client Amazon était souvent mal noté. Et ils ne comprenaient pas parce que quand ils regardaient leur dashboard de pilotage, ils disaient bah non, on a un taux de réponse à 3 secondes, c'est super et tout.
Et du coup, c'est Jeff Bezos qui raconte ça. Alors, je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, je trouve en termes de narratif, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant ce codir? Il a dit, bah d'accord, je vais appeler le service client. Donc, il a appelé le service client. Et en fait, il a attendu 30 secondes. Et donc, le 3 secondes qu'ils voient dans leur tableau de pilotage, c'est une moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 80% des calls où c'est 2 secondes, puis il y a peut-être 20% où c'est 30 secondes. Et il arrive ce qui arrive toujours, c'est que quand c'est le boss qui teste, il tombe toujours dans le faux positif, entre guillemets. Et donc, ça a été la meilleure façon de démontrer que, effectivement, il y a dans le rouage qu'on croyait impeccable, il y a peut-être un pourcentage qui fonctionne pas. Et ça, on le voit pas, ça. Donc, c'est là où je trouve quand même c'est quand même sain quand on est dans le marketing, de ne pas parler de persona, mais de personnes, et de se rapprocher finalement de ses clients, de se rapprocher de ses agences. Typiquement, Randstad, nous avons un réseau d'agences. J'imagine que voilà, tu dois échanger avec eux, etc. Parce que ils t'apportent des inputs que tu peux pas voir finalement dans ton code pixel. Tu as tout ce qui est immersion. Nous, toute personne qui arrive au marketing va passer plusieurs jours en agence, en immersion, pour voir vraiment la réalité du terrain, enfin la vraie vie, en fait, parce que derrière, tu travailles pour ces agences. Tu es là pour... Oui, c'est tes clients internes, en fait. C'est tes clients internes, donc tu dois à la fois leur trouver des leads de nouvelles entreprises qui ont des besoins de recrutement, et en même temps, trouver les candidats qui vont répondre à ces besoins. Donc, c'est ces clients internes, et c'est là où tu peux voir un petit peu les pain points, ceux dont ils ont besoin, et c'est là où pour rejoindre la discussion du début, c'est là où tu sors de ton dashboard et de tes KPIs et de tes metrics pour voir un petit peu plus en dur ce qui se passe, et c'est eux qui te remontent aussi finalement voilà, la vraie vie. Et tout à l'heure, tu parlais du produit, donc tu disais effectivement, il y a une dévalorisation, une désacralisation du marketing au profit du produit, entre autres. Si je schématise, moi j'ai l'impression qu'il y a deux raisons. C'est que on a basculé quand même dans une culture du SaaS, qui n'existait pas il y a peut-être 10-15 ans, en tout cas qui était moins forte. Et le SaaS, c'est quand même très lié au produit, en tout cas dans l'imaginaire. Et deux, le produit, ce qu'ils ont fait, je trouve, c'est qu'ils ont complexifié, en tout cas, ils ont créé tout un certain nombre de concepts autour du produit, c'est-à-dire qu'ils ont scientifisé leur approche. Là où le marketing, on n'a pas trop quand même. On a des concepts un peu forts, mais qui sont un peu connus par tout le monde. Alors que le produit, quand tu commences à mettre le nez dedans, tu as plein d'approches, tu as plein d'écoles sous-jacentes, qui même à ce que ça crée un peu de confusion, voilà, je trouve. Voilà, mais le produit a su se réinventer. Mais ils se sont premiumisés. Exactement, ils se sont réinventés, ils se sont premiumisés. Donc ça s'est vu bien sûr dans le travail, parce que concrètement, voilà, le produit, une boîte qui n'a pas de produit, c'est une catastrophe aujourd'hui. Donc heureusement que le produit, encore une fois, est là, mais ils ont réussi à se premiumiser de par leur mission, de par leur positionnement. Et puis ça s'est sorti aussi pour les talents eux-mêmes, parce que quelque part, ils ont été eux-mêmes bénéficiaires, puisque du coup, c'est devenu des profils qui sont plutôt pénuriques, qui sont plutôt bien payés, etc., etc. Donc ils ont su quelque part se réinventer ou retrouver un rôle, probablement, encore une fois, avec l'essor du digital et comme tu te dis, l'essor des plateformes SaaS, là où le marketing, pour X raisons, alors peut-être parce qu'il y avait un poids de profils qui était moins peut-être digitaux, donc peut-être qu'il y a une partie des services marketing ou des équipes marketing qui ne se sont pas assez investis sur ces produits-là, mais c'est aussi pour ça que tu as beaucoup de services SaaS ou d'applications finalement, où tu as des expériences qui sont assez intéressantes, mais qui ne sont pas assez suffisamment poussées parce que ça n'a pas été travaillé de concert avec le marketing. Ou tu as des gens du produit qui font du marketing. Typiquement, tu prends la fonction de PMM, généralement dans les organigrammes, on ne sait pas trop si on la met côté marketing, côté produit. Suivant le moment, ça passe de l'un ou à l'autre. Bon, après tout ça, si au final pour l'utilisateur, si l'utilisateur final trouve son bénéfice, bon, tout va bien, parce qu'après c'est des histoires d'organisation. Mais effectivement, la place du marketing ou la fonction marketing, aujourd'hui, je trouve qu'elle est secouée un petit peu dans les organigrammes. Et là, tu vois, je disais 10%, tu me dis que c'était 30% là. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais, puis il y a une commodisation du marketing, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le marketing, c'est un peu un mot fourre-tout pour dire communication, entre guillemets. C'est-à-dire que les petites boîtes qui ouvrent une page Facebook vont dire on fait du marketing. Non, c'est pas ça du marketing, quoi. Ça, c'est un tout petit. C'est comme si de dire si j'ai un site, j'ai un produit. Je fais du produit parce que j'ai un site web. Non, c'est pas ça. Et je trouve que ça a dévalorisé, en tout cas, ça rend pas justice finalement à la centralité d'une fonction comme le marketing, de dire on en met, chaque boîte en fait un peu de son côté, et le fait d'avoir une action ou deux, tout de suite c'est du marketing. Non, c'est pas ça. Le fait de communiquer, c'est pas du marketing. En fait, toutes les le marketing, c'est extrêmement spécialisé, et il y a une méconnaissance autour de ça. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression, le marketeur, c'est un peu un chef de projet qui fait un peu tout, finalement, alors que derrière, tu regardes, tu vois, dans mes équipes, des personnes qui sont des spécialistes de l'acquisition, ils vont pas s'occuper des réseaux sociaux, ils vont pas s'occuper de l'analytics, et à chaque fois, c'est des métiers extrêmement différents. Et tu prends, par exemple, j'en sais rien, les ressources humaines,
Ça te semble normal que les personnes qui s'occupent dans une grande entreprise de la formation, ce ne soient pas les mêmes qui s'occupent de la paye, ce ne soient pas les mêmes qui s'occupent du recrutement ou de la marque employeur. Bah, ça semble assez évident pour les RH. Pour le marketing, ça l'est moins. Ils ont l'impression que c'est une fonction un peu où Du finalement, multicasquette, le quoi, voilà. marketing, voilà, ouais, alors Tu produis du contenu, puis tu le tu balances, produis du quoi. contenu. Voilà. Si t'es pas numéro 1 sur Google, c'est toi qu'on appelle parce Ouais. que t'es pas numéro 1 sur Google. J'ai tapé ça et Ouais. j'apparais pas en premier. Et pourquoi? Et est-ce que t'as pas 3 goodies à me filer? Parce que tu dois sûrement avoir des goodies à me donner. Parce que c'est un peu ton rôle au marketing. Donc il y a quand même une partie un peu ancienne école. Et je sais pas si on va arriver quelque part à revaloriser ce métier. Bah, je pense qu'avec l'IA, regarde, on a une opportunité parce qu'avec l'IA, en tout cas avec les moteurs IA, j'entends, si tu veux être visible sur ChatGPT et compagnie, il faut que ta marque soit citée, soit soit identifiée comme une source d'autorité. Donc c'est-à-dire que toi, en tant que CMO, ton job, c'est plus de comment je fais pour être numéro 1 sur Google, mais c'est comment je multiplie mes relais sur toutes les sources possibles. Et ça, je trouve que ça devait être ça aurait dû être la fonction première et consubstantielle finalement de notre job, de dire, bah, moi, mon but, c'est de construire la marque la plus forte, qui fait que j'influence les décisions d'achat, et quand mon client potentiel passe à l'acte, il pense à moi et pas à un autre. Et donc je pense qu'en tout cas, on a une opportunité, et après, il faut la saisir, hein, c'est évidemment pas évident, avec l'IA pour revaloriser la fonction. J'interromps cet épisode pour vous demander un petit coup de pouce. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime en bas directement ou nous mettre 5 étoiles. Ça nous aiderait fortement pour le référencement. Par ailleurs, si vous voulez continuer à consommer du contenu autour de l'acquisition digitale, vous pouvez aller directement sur le site eskimos.fr où on publie un certain nombre de baromètres ou de surveys autour du marketing. Et également, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter qui est shootée chaque vendredi auprès de 35 000 personnes afin d'avoir les dernières actualités du marketing digital. Allez, on reprend l'épisode. Je passe à une autre séquence. Tout à l'heure, Ouais. Gilles, effectivement, avant le podcast, je te demandais donc de renseigner tes 3 enjeux. Parce que aujourd'hui, on l'a un peu dit en filigrane, mais donc tu es revenu dans le groupe Randstad il y a moins de 2 ans. Ouais, je suis un salarié Boomerang. Voilà, C'est ça. Et donc il n'y en a exactement. pas beaucoup. Alors j'ai pas la stat, il faudrait que je regarde, mais il ne doit pas y avoir beaucoup effectivement Et j'ai qui pas la stat reviennent. non plus. Et avec le même manager, ce que tu dis. Est-ce que ton poste a évolué? Alors oui, mon poste a évolué puisque en fait, quand je suis revenu, donc j'ai retrouvé un manager. Alors c'était aussi un choix de ma part, Ouais. c'est de retrouver quelques-uns de mes collègues qui étaient toujours là, retrouver ce groupe que je connaissais bien, et j'avais un fort attachement à ma manager, donc ça fait partie de ma décision. Je crois que je suis pas un cas isolé au sein de Randstad, hein. Il y a un petit côté, Mais c'est même bon signe. ce qui est plutôt, Ouais. voilà, ce qui est plutôt C'est-à-dire que la boîte, elle attire, puis elle elle était fidélise très bien. finalement. Ouais. Et quand je suis revenu, bah, mon périmètre, mon terrain de jeu, c'était le miroir de ce que j'avais avant, c'est-à-dire que c'était tout sauf le digital. Ok. Donc tout ce qui était aide aux forces de vente, tout ce qui était support, événements, tout ce qui était physique et pas digital. Et donc ça m'a plu parce que finalement, pour la première fois, je faisais du marketing non digital, ce qui était vraiment une première pour moi. Et puis après, bah, mon poste a évolué jusqu'à reprendre finalement tous ces périmètres, ce que je te disais, d'acquisition, de fidélisation, d'expérience, etc. Donc ça, le groupe se transforme et évolue très très vite là sur ces 2 dernières années. Donc bah, pareil, je change, je m'adapte, les équipes s'adaptent et c'est ça qui fait qu'on ne s'embête pas. Et donc là, tu m'as listé tes 3 défis. Alors je vais les afficher ici et on va les reprendre un par un. Donc le premier, tu as mis spécialisation. Oui, c'est un vrai enjeu pour nous. C'est-à-dire que effectivement, bah, l'ambition de Randstad, c'est d'être vraiment c'est l'entreprise des talents la plus spécialisée et la plus éthique possible. Et cette notion de spécialisation, on la voit chez nous, puisque déjà on a des marques qui sont dédiées à des univers différents, des secteurs différents. On est très très fort dans le médical, avec l'appel médical. On a toujours notre marque Expectra, dont je suis un enfant. Et bien sûr, dans Randstad, on a toutes nos verticales, que ce soit de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, de la logistique, etc. Et on a une force de consultants qui sont vraiment des experts de ces métiers-là. Donc, ils connaissent par cœur les entreprises, ils connaissent par cœur les métiers, les talents. Et on ne le valorise pas suffisamment encore. Et il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Ça fait partie de ma feuille de route de l'année prochaine. Et cette spécialisation, il faut qu'on la fasse vivre, qu'on la rende concrète. Donc, c'est pas simplement faire du contenu ou de le déclamer. Encore une fois, c'est de le faire vivre. Et je reprends ce que je te disais tout à l'heure. Je crois beaucoup aux communautés et une approche très communautaire autour de ces spécialisations. Et vraiment regrouper nos talents qui exercent ces métiers-là ensemble, en fait, pour leur apporter de la valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée, nous, groupe Randstad, on peut en amener. Mais la richesse, elle vient aussi énormément des conversations qu'ont ces talents entre eux. Et c'est vraiment ça que je dois faire encore plus germer, encore plus éclore et encourager. Ce qui est intéressant dans le marché de l'emploi, c'est que dans tes canaux d'acquisition, entre guillemets, donc tu as la partie search qui
qui représentent un canal important. Tu as la partie aussi agence, parce que vous avez des agences physiques avec pignon Oui. sur rue, donc j'imagine que tu as l'entrant un peu proactif de la part de l'intérimaire potentiel. Mais tu as aussi une partie job board. Ouais. Donc job board, c'est quoi? C'est Randstad diffuse son catalogue d'offres finalement sur des Les plateformes. partenaires emploi, oui. Voilà, mais c'est des plateformes qui sont à la fois concurrents et partenaires. Donc typiquement, ça peut être du LinkedIn, ça peut être du Indeed, Hello Work, Make voilà. Your Job, etc. Ou même Google for Jobs, typiquement, qui Bien est un sûr. canal de diffusion, mais qui est aussi concurrent parce que ça vous prive de trafic, entre guillemets. J'aimerais bien que tu reviennes sur ce rapport un peu, pas schizophrène, mais en tout cas ambivalent, en disant à quel point je suis prêt à travailler, à faire grossir des partenaires qui en fait sont des concurrents aussi directs. Alors, ouais, c'est des partenaires, c'est des concurrents, mais sur finalement une partie finalement de ce qu'on amène, puisque nous, on va un peu plus loin dans la relation avec le talent. Oui, ça, c'est les concurrents est sur le beaucoup- démarrage, en fait. Sur c'est vraiment le attention. démarrage. Ouais. Donc déjà, je distinguerais, puisque du coup, nous, on a bien sûr de l'intérim, et puis on a des contrats en CDD, CDI. Pour donner un ordre d'idée, un groupe comme Randstad en France, c'est un peu plus de 22 000 CDD, CDI par an. Et en mission d'intérim, on doit être à 2 millions de missions d'intérim par an. Donc c'est un volume extrêmement fort. Sur la partie intérim, c'est moins le cas, puisqu'effectivement, notre objectif, en tout cas, c'est beaucoup plus de travailler avec les talents qu'on a. Donc nous, notre intérêt, et c'est ce qu'on fait, c'est que c'est les talents qu'on connaît déjà, qu'on remet à l'emploi, qu'on positionne sur les meilleures missions possibles, et qu'on va faire, on a des centaines de milliers d'heures de formation pour continuer à les faire progresser, et finalement, c'est notre base talent qui va nous amener à répondre à ces missions-là. Donc, nos partenaires job board, dans certains cas, peuvent nous faire rencontrer des nouveaux candidats, des nouveaux talents qu'on ne connaissait pas, mais l'essentiel de la valeur ajoutée, elle vient finalement du travail de nos agences, aidées par des outils de plus en plus performants pour leur proposer les meilleures missions. Ensuite, tu as cette partie un peu plus, on va dire, one-shot sur du CDD ou du CDI, où là, pareil, notre enjeu, c'est plutôt d'utiliser notre propre base, mais quand ce n'est pas le cas, on va se reposer sur ces partenaires-là. Alors après, notre approche, nous, pour le coup, là, on retombe vraiment dans de la data. On a des outils qui nous permettent de mesurer un petit peu la performance de nos différents canaux d'acquisition. Alors, c'est pas parfait, puisqu'on raisonne plutôt sur du last click, hein, on n'a pas tout un modèle d'attribution extrêmement sophistiqué, mais ça nous permet déjà d'avoir des petites évidences. Et donc derrière, tu as les candidats qui peuvent venir de ces partenaires emploi, tous les candidats qui peuvent venir par exemple de la partie social ads, tous les candidats qui viennent du display ou en organique, etc. Donc on va pouvoir confronter toutes ces sources finalement de candidatures, et on va pouvoir nous les suivre dans toute la chaîne finalement de valeur. C'est-à-dire on sait voilà, tel candidat est venu de tel job board sur notre site internet, par exemple, job board ou campagne publicitaire ou campagne emailing ou social ads. Est-ce qu'il a candidaté? Est-ce qu'on a eu son CV? Est-ce que l'agence a créé un dossier? Ça veut dire qu'on ne l'avait pas déjà dans notre base, c'est-à-dire que c'est un profil intéressant. Est-ce qu'on l'a reçu en entretien? Est-ce qu'on l'a évalué? Est-ce que derrière, on l'a délégué ou est-ce qu'on l'a placé? Et si oui, combien d'argent on a gagné? Ce qui permet de dire, par exemple, quand je dépense 100 € sur ce canal d'acquisition, à la fin, j'en gagne tant. Donc ça nous aide énormément à mettre en concurrence ces différents leviers. Et encore une fois, les sites emploi restent des partenaires, mais nous, on a plutôt intérêt à avoir des sources extrêmement variées pour éviter un phénomène de dépendance. Et puis au-delà de ça, même si ça s'est extrêmement concentré sur la partie site emploi ces dernières années, ils ont quand même tous encore leur petite spécificité. Et en fonction de la région, de la typologie de métier, on ne va pas jouer avec les mêmes acteurs. Donc c'est là où on a besoin de la data pour savoir où on est le plus efficient. Et après, c'est vrai que sur les sites emploi, là où, encore une fois, on travaillait peut-être avec 30-40 sites emploi dans le passé, là, on doit travailler maintenant avec une dizaine par cet effort de concentration, mais il y a un vrai challenge de ces sites emploi, puisque dans le temps, on travaille finalement, quand je regarde sur le budget qu'on alloue sur ces partenaires-là, il est de plus en plus faible, puisque aujourd'hui, on est de moins en moins dans une problématique finalement volumétrique. C'est de moins en moins un enjeu, puisque ces canaux-là, on rapporte beaucoup plus de candidatures. Tu as un phénomène récent, notamment avec l'IA, où tu te fais bombarder de candidatures. Okay. Tu en as limite trop. Tu as aussi, mais ça c'est un peu plus ancien, tu as quelques partenaires emploi qui ont mis, alors moi ce que je considère être des dark patterns, tu sais, c'est le fameux, tu vois une offre d'emploi, tu postules, puis après on en affiche 15 et on te dit quand un clic, tu veux postuler à ces 15 offres que tu n'as même pas lues. Ouais. Donc il y a une qualité moindre finalement. Une qualité moindre, ouais. Puis surtout c'est beaucoup de candidatures qui arrivent
chez des consultants et ça demande du temps à ces consultants de Traitement. les lire. Ouais, ouais. Donc de traitement. Donc même maintenant, si tu as des nouveaux outils pour faciliter cette tâche-là, c'est plus ce qu'on recherche en fait. Et la plupart des job boards, ils savent t'amener du volume. C'est plus un problème. Ce que tu as besoin, c'est des candidats beaucoup plus qualitatifs. C'est des candidats que tu n'as pas déjà en base, qui ont vraiment quelque chose en plus. Et pour ça, tu as d'autres leviers, typiquement la programmatique, qui fonctionne très très bien. C'est intéressant parce que je pense que ces sites emploi sont un peu un moment charnière. Alors, tu as certains qui prédisent la fin des job boards, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, certains d'entre eux vont devoir de nouveau se réinventer pour répondre plus à cette exigence, je pense, de la plupart des annonceurs qualitatifs, plus que quantitatifs. Sur le deuxième enjeu, c'est l'évolution du marché du travail. Ouais. Effectivement, on est en plein dans le dur, là, hein, avec un contexte qui n'est pas forcément favorable à la stabilité, etc., qui vous donne peut-être peu de gages sur à quelle sauce on va être mangé finalement sur les prochains mois. Donc, qu'est-ce que tu as voulu nous dire par là? En fait, là, j'ai surtout, en dehors du contexte actuel, là, c'était, on n'a jamais eu un marché, enfin, on est sur des trajectoires de carrière maintenant qui sont aussi beaucoup plus hétérogènes. Tu as de plus en plus, notamment sur les jeunes générations, de parcours où tu vas faire un peu de CDD, puis tu vas te mettre à ton compte, et puis tu vas repasser en CDI, puis pourquoi pas plus tard tu feras du management de transition. Un peu de freelance, Un peu de freelance, etc. Voire tu vas mélanger. Ouais, les deux en même temps. Tu vas faire les deux en même temps. Où l'intérim, finalement, est un recours qui diminue parce que tu as de plus en plus d'auto-entrepreneurs, tu as de plus en plus de freelancing. Et en fait, l'enjeu pour moi, c'est de répondre un peu plus à cette hétérogénéité, finalement, du monde du travail, à ces différents parcours carrière. Alors, même si dans le groupe, on a une multitude de marques et qu'on sait très bien faire, on sait recruter des freelances, on sait faire du management de transition, mais il faut qu'on arrive à le mettre encore plus en musique pour que ce soit sans couture pour nos talents. Et il faut qu'on ait un rôle presque de GPS des talents ou de coach de carrière et qu'on l'incarne. Et que ce soit encore une fois sans couture. Et que tu puisses venir et dire, moi en ce moment je fais du freelancing, mais ce qui m'intéresserait c'est de faire ci, ça. Et que un peu en mode guichet unique, on puisse t'accompagner et surtout te dire, voilà les skills qui te manquent, voilà quelle étape je voudrais pour toi. Et ça en chaîne de valeur, quelque part, c'est pas simplement te trouver ton job tout de suite, ce qui est déjà quand même très bien, mais c'est d'aller un peu plus loin et se projeter sur ta carrière et pas en étant mono trajectoire. Tu le disais tout à l'heure quand tu disais que tu es resté 10 ans, etc. Maintenant, les parcours sont beaucoup plus courts. Tu as complètement raison, parce qu'on a sorti là, récemment une étude sur toute la partie Gen Z. Et en moyenne, quand tu regardes la génération Z, sur les toutes premières années de leur expérience... C'est ton troisième point d'ailleurs. Sur la notoriété Gen Z. Voilà, ouais. Quand tu prends la Gen Z, aujourd'hui, en début de carrière, ils restent à peu près en moyenne à peine un peu plus d'1 an dans leur entreprise. Quand tu regardes les millennials, c'était 2 ans. Et quand tu regardes la Gen X, c'était 3 ans. Donc tu vois que les gens changent beaucoup plus vite de job, et non seulement de job et d'entreprise, ce qui était déjà un peu le cas avant, mais encore plus de forme de travail. Donc c'est pour ça qu'on a un rôle à jouer, et encore plus fort, d'accompagnateur. Et ça passe par de la formation, ça passe par des outils qui te permettent finalement d'accéder à toutes ces formes de travail beaucoup plus facilement. Mais j'ai l'impression qu'au démarrage de carrière, si je prends mon cas, alors je ne sais pas à quel point il est exemplaire dans le sens est-ce qu'il est commun ou pas, au début, plus je vieillis et moins je change fréquemment. En tout cas, toutes mes expériences ont tendance à se rallonger. Oui. Finalement. Et j'ai l'impression qu'au début, il y a quand même ce phénomène où on se cherche un peu, on a fait des études un peu génériques, entre guillemets, qui ne permettent pas d'être apte à faire un travail tout de suite. Donc, tu tâtonnes un peu, tu cherches, c'est de voir effectivement dans quel contexte peut-être tu as envie d'évoluer. Et moi, j'ai l'impression que je m'inscris de plus en plus dans la durée. Alors, je ne sais pas si ça, c'est un phénomène. C'est toujours le cas, mais malgré tout, c'est que le démarrage, par contre, il est beaucoup plus fuyant. Et puis ces durées-là, malgré tout, se sont raccourcies. Ouais. Et peut-être que là où tu aurais eu exactement dans le passé, si tu avais été plus âgé, peut-être exactement le même parcours, mais peut-être que tu ne serais pas passé par la case freelancing, ou peut-être que... Et c'est ça qui change. Et finalement, c'est de se demander, par rapport à ce que je veux faire, etc., quelle est la meilleure solution, la meilleure forme de travail qui correspond à mes appétences, à ce que j'ai envie de faire, et qui peut m'accompagner, qui peut m'accompagner au quotidien là-dessus. Et là, c'est un objectif pour moi cette année, puisqu'en fait, on a toutes les solutions en interne.
tous nos consultants maîtrisent ces sujets-là, mais il faut qu'on arrive à le mettre encore mieux en musique et encore mieux à le communiquer. Et sur la partie Gen Z, qui était mon troisième point, on a un enjeu cette fois-ci. Bien sûr, la Gen Z, c'est nos talents de demain. Donc on a tout intérêt, on parlait de créer une marque forte, puissante. On voit qu'aujourd'hui, ce sujet d'avoir un branding fort, ça revient vraiment sur le devant de la scène, et j'y crois beaucoup, et d'autant plus sur cette génération qui sera encore une fois nos talents de demain. Donc je dirais, il y a deux niveaux. Il y a un niveau pour moi qui est déjà par rapport, même si on ne propose pas que de l'intérim, mais déjà par rapport à l'intérim. Parce que moi, ce qui me marque, c'est que trop souvent, les générations les plus jeunes n'envisagent pas du tout l'intérim. Ils disent, moi non, mais je vais être freelance ou je vais me mettre à mon compte, Oui, je vais faire ça. C'est un impensé aujourd'hui. Voilà. Alors que quand tu discutes, leur besoin de flexibilité, ils l'ont avec l'intérim. Le fait de pouvoir choisir les missions, ils l'ont. Et ils ont tout un tas de contreparties qu'ils n'ont pas forcément ailleurs, en termes de sécurité de l'emploi, en termes de formation, etc., etc. Donc ils ont à la fois de la flexibilité et avec quand même de la sécurité de l'autre côté. Ils n'ont pas le côté, je suis mon propre patron, c'est un peu ça en fait, c'est le narratif qui va avec le côté freelance qui fonctionne. C'est exactement ça, mais c'est le narratif. Ouais. C'est le narratif. Et freelance, on parle beaucoup des freelances qui réussissent très bien, on parle moins de ceux qui galèrent. Et quand on est dans des périodes compliquées comme en ce moment, ça peut vite le devenir. Voilà. Et je pense qu'on ne redonne pas ces notes de noblesse à l'intérim. Et moi, j'ai vraiment cette mission aussi pour l'année prochaine, à la fois de recommuniquer sur cette partie-là, et puis bien sûr de faire aimer l'intérim, mais faire aimer l'intérim by Randstad. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Ouais. Il y a un phénomène qui est aux États-Unis, qui est le retour des missions à la tâche. Il y a quelques boîtes qui sont là-dessus, qui cartonnent. Alors moi, je suis pas un expert du marché de l'emploi, et je trouve ça hyper révélateur. C'est-à-dire que donc l'intérim, on est quand même sur une mission de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors ça peut être un jour, mais en tout cas, voilà, sur lequel on s'inscrit. Là, c'est une application où, grosso modo, on s'inscrit et c'est des tâches très... Il y en a aussi en France, hein, ouais. T'en as en France, le nom est je suis en train de chercher. Mais qui ne cartonnent pas en France. En tout cas, j'ai l'impression qu'en France, ça reste marginal. Ouais. Aux États-Unis, on parle de plusieurs centaines de millions, etc. Enfin, c'est un phénomène de société. Alors, je ne sais pas à quel point ça peut s'implémenter sur le territoire français, mais je trouve que c'est hyper révélateur. C'est-à-dire qu'on est sur un travail, on passe d'un cadre où il y a 50 ans, 60 ans, on était sur un CDI... sur 40 ans dans la même boîte, je peux avoir 3 employeurs différents sur la même journée parce que j'ai fait 3 tâches différentes, grosso modo. Et les aspirations changent parce que, je reprends mon exemple sur l'intérim, on a longtemps communiqué, c'est vrai, sur l'intérim passerelle pour l'emploi, dans le sens où tu arrives sur le marché du travail, tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, à la limite tu ne sais pas trop ce que tu as envie de faire. L'intérim, ça te permet d'acquérir tes premiers mois d'expérience ou tes premières années, et puis de tester différentes boîtes, et puis te dire finalement je préfère travailler dans une petite structure, dans une grande, etc. Et finalement ce message-là qui est toujours vrai, hein, c'est toujours vrai aujourd'hui, il passe moins sur les jeunes générations, et en fait ce qui va plus marquer les esprits, c'est plus l'intérim comme moyen, ce qui rejoint un peu ce que tu disais sur les métiers à la tâche. Et nous maintenant côté Randstad, on communique beaucoup de cette façon-là, que ce soit sur TikTok, Insta et autres. C'est vraiment l'intérim comme moyen, c'est-à-dire te dire voilà, t'es dégoûté parce que tes potes sont partis en Thaïlande. Écoute, fais quelques missions d'intérim et tu pourras aller en Thaïlande. Et tu pourras les rejoindre. Et en fait, ce message-là passe beaucoup mieux ça m'étonne pas, que, écoute, vas-y, tu vas faire ton expérience, tu vas pouvoir tester des entreprises. Le côté parcours, accompagnement de carrière marque moins les esprits, même si c'est toujours vrai. Donc, en fait, tremplin pour l'emploi, ça fait un peu l'eau de consolation. C'est-à-dire, on te propose ça en attendant que tu découvres la vraie vie, quoi. C'est ça, où ça fait un peu trop, orientation professionnelle. Donc, il y a un petit côté repoussoir, peut-être. Je suis avec le CPE du collège. Exactement. et du coup, la stratégie, c'est plutôt de dire, voilà, on va communiquer sur, finalement, l'intérim, ce que ça te rend possible pour toi, voilà. Et puis derrière, en se disant, quand ils auront commencé à faire des missions d'intérim, finalement, ils s'apercevront qu'ils ont un CET, ils ont un intéressement, ils ont tout un tas de garanties, et puis finalement, ils vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup d'agilité tout en ayant une protection. Et que finalement, ce côté un peu plus orientation professionnelle, ils vont le découvrir, et c'est vachement bien, mais c'est pas la peine de leur dire au début, parce que aujourd'hui, ça n'imprime plus. Il y a un sujet qu'on a effleuré tout au long, hein, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est la partie IA. Gilles, c'est à la fois, c'est quoi un peu
ton positionnement vis-à-vis de l'IA, est-ce que toi, aujourd'hui, c'est intégré dans tes routines de travail, etc. Et deux, est-ce que tu as peut-être un ou deux projets à voilà, à nous partager qui est Pareil. en déploiement? Parce que à date, beaucoup de boîtes qui ont communiqué sur. Mais en fait, quand tu creuses, quand tu arrives le vernis, c'est des POC ou c'est des Ah non, tests, non, etc. nous, c'est pas du déploiement, il y a Voilà. des choses qui tournent. Et ben Aujourd'hui, voilà. je pourrais t'en parler. Alors déjà, sur l'IA, voilà, typiquement, vrai outil de travail, et puis c'est une vraie révolution. À titre personnel, je trouve ça passionnant parce que, alors, bon, l'informatisation, j'étais ado, mais je l'ai vu à travers mes parents et on a vu ça dans les années 80. Et c'était une formidable révolution qui a duré peut-être 20 ans. Là, par contre, j'étais déjà actif avec la révolution d'Internet, qui était sur une période de temps déjà un peu plus courte, on va se dire, peut-être 10 ans avant que ça atteigne vraiment le grand public. On a eu les réseaux sociaux, les téléphones, mais on a toujours l'impression de se dire, bon, bah, on va avoir que de l'évolution incrémentale. C'est bon, avec le digital, qu'est-ce qu'on va faire de plus maintenant? On a la fin de l'histoire. On est à la fin Et en de fait, l'histoire. non. Et ce qui est génial, non. Et heureusement, enfin, moi, je trouve ça passionnant et je trouve que c'est un vrai moteur parce qu'à chaque fois, tu te dis, OK, je suis en train de vivre une nouvelle révolution. Enfin, pour moi, Internet, c'était déjà une révolution industrielle. Tu te dis, ah, bah, c'est chouette de vivre ça. Et puis là, quelque part, on en vit une deuxième. Enfin, donc, déjà, je trouve ça à la fois, je trouve ça passionnant. Euh, Ça touche à plusieurs niveaux. Pour moi, il y a un niveau, je dirais, dans l'entreprise au niveau du collaborateur déjà. C'est comment on le forme, comment on l'accompagne, qu'est-ce que ça change dans son quotidien, dans sa routine de travail. C'est un premier niveau. Tu as le niveau peut-être, je dirais, au niveau de l'entreprise qui est finalement de quelles solutions je me dote, que je les achète sur étagère ou que je les développe moi-même et comment je les déploie, généralement pour gagner en efficacité. Et puis après, tu as un niveau un peu encore au-dessus qui est quel est le sens finalement de mon métier? Puisque nous, par exemple, chez Randstad, notre métier, c'est de rapprocher les talents avec les entreprises. Qu'est-ce que ça change maintenant? Qu'est-ce que ça change dans la façon dont je fais mon métier de façon plus macro? Puis même si je dis que ça change rien pour moi, c'est bon, ce qu'il faut, mais tous mes clients, leur métier est bouleversé, enfin leur entreprise aussi est bouleversée. Donc on doit s'adapter. Donc voilà, déjà, à titre personnel, je trouve ça passionnant. Le- Au sein du groupe, il y a tout de suite une charte éthique qui a été mise en place parce qu'en fait, le groupe a énormément de valeur et toujours une position très très forte sociétale du groupe Randstad. Et très rapidement, bah, les conditions sine qua non sur le déploiement de l'IA chez nous, ça a été il faut que ça bénéficie à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bénéficiaire non seulement pour nous en tant qu'entreprise, pour les collaborateurs, mais également pour nos talents et nos candidats. Sinon, il ne faut pas déployer de solution IA. Il faut qu'il y ait un contrôle, une supervision humaine. Il faut que ce soit transparent. Il faut que ça aille dans le sens de nos valeurs en termes de diversité, d'inclusion. Il faut bien sûr qu'on soit complètement respectueux à la fois en termes de sécurité, d'ownership des data, de protection des data, etc. Donc ça a été vraiment de mettre en place ce cadre. Et après, on s'est développé dans ce cadre. Donc par exemple, sur des outils aujourd'hui qui fonctionnent, on a des outils pour nos consultants, mais ça fait déjà largement plus d'1 an, sur tout ce qui va être par exemple aide à la rédaction d'annonces. Avec cette idée, souvent on a des offres d'emploi qui sont un petit peu récurrentes, etc. C'est de dire comment on fait pour pas tout le temps avoir le même modèle, comment on fait pour que l'entreprise qui est derrière, ça se ressente un peu plus dans la tonalité et la rédaction de l'annonce. Donc ça, c'est un premier usage. Un deuxième usage qui fonctionne très très bien pour nous, c'est tout ce qui est robot conversationnel, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est des robots conversationnels qui vont permettre de téléphoner, d'appeler de façon volumétrique des candidats, soit pour vérifier leur disponibilité, soit pour les préqualifier. Donc ça facilite après le tâche du consultant. Donc, c'est-à-dire que quand tu as des clients des grandes entreprises qui ont besoin de recruter 700 personnes, tu es capable en même pas une journée de contacter 700 personnes qui sont dans ta base, de vérifier qu'elles sont toujours en recherche active, de vérifier quand est-ce qu'elles sont disponibles, de vérifier si la mission les intéresse ou pas, ce qui permet concrètement aux consultants d'avoir beaucoup plus de temps à passer derrière pour faire des entretiens. Et d'ailleurs, en 2018, si je dis pas de bêtises, vous aviez déjà lancé un robot Oui, conversationnel, alors Andy, peut-être moins évolué que maintenant, exactement. mais en tout cas, vous n'avez pas attendu l'IA grand public pour travailler ces sujets. Oui, mais en fait, il y a eu toujours, je me rappelle en 2017, on avait fait des grosses campagnes médias pour dire Randstad.tech et le slogan c'était ressources technologiques pour ressources humaines. Mais ça résume bien la chose en fait. On est complètement là-dedans. Donc on avait ces robots conversationnels, on parlait du big data, smart data, on a des outils qui nous permettent de regarder un petit peu sur un marché donné, une zone donnée, quels sont les talents disponibles. C'est-à-dire demain, tu veux ouvrir un nouvel Eskimos dans une ville, on peut te dire est-ce que tu vas trouver les talents dont tu as besoin, ou tu veux ouvrir un énorme centre Amazon ou je ne sais quoi, on est capable de se dire est-ce que tu as les talents
euh, Oui, tu peux dans ce sourcer en bassin fait, d'emploi, pré-sourcer en fait. Tu peux pré-sourcer sourcer, ou te ouais. dire est-ce que tu as les talents et même à horizon 2 ans, 3 ans, Ouais. 5 ans et comment. Voilà, et ça, c'est des outils qu'on a développés il y a déjà très très longtemps et qui continuent à vivre. Alors, sur lequel on n'a pas mis le hashtag IA en l'occurrence, mais qui sont toujours là. Donc, il y a toujours cette idée de il faut qu'on ait un gain, une valeur ajoutée. Et là, typiquement, par exemple, pour vérifier la disponibilité d'un talent, ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça évite qu'un talent soit appelé pour rien. C'est- Et, Oui, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas une tâche que, enfin, le conseiller, s'il devait faire ça au téléphone, c'est pas le truc le plus stimulant finalement qu'il a à faire dans sa journée. Donc là, ça lui permet de gagner du temps, en efficacité, en robustesse. Et puis lui, il peut plutôt se concentrer sur la phase d'après, c'est-à-dire sur les 700 que tu as contactés, préqualifiés ou en tout voilà. cas. C'est comme les comptes rendus, par exemple, parce qu'on fait Ouais. tous maintenant les comptes rendus de Ouais. réunion ou les comptes rendus d'entretien. Sur toutes les fonctions RH, c'est super intéressant parce que du coup, on peut avoir une conversation comme on a tous les Ouais, deux c'est ça. aujourd'hui. Tu n'es pas en train de t'arrêter toutes les 3 secondes pour prendre Exactement. des notes, te dire attends, j'avais oublié de dire, Moi, je le etc. vois ça, c'est en soutenance. Avant, en soutenance, on tapait comme ça. Et c'était bizarre finalement d'essayer de T'étais pas créer à du flux. 100%, t'étais pas Bah à ouais, c'est ça. 100% avec la personne. Fallait créer du fit. Fallait être performant dans sa soutenance, fallait prendre les notes, etc. Et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a forcément un des trois qui se faisait pas. Alors que là, on n'a plus de raison. Alors si maintenant, c'est-à-dire qu'à la place de prendre des notes, on a la tentation de répondre à ces Slack ou à ces Teams. Et donc ça, faut résister parce que ça crée aussi du défocus. Mais c'est un autre sujet. Mais en Donc, entretien, par exemple, typiquement en entretien de recrutement, ça permet d'être beaucoup plus focus exactement, ouais. avec les attentes du candidat. Après, les conditions derrière, c'est le compte rendu, ça reste un compte rendu rédigé par IA, donc il faut quand même le relire attentivement parce qu'il peut y avoir des omissions, parce qu'il peut y avoir quand même des contre-vérités. Donc garder ce contrôle humain et cette vision humaine. Mais entre taper tout ton compte rendu pendant la réunion ou passer 5 minutes à la fin pour le relire, tu as, Ah ouais, un c'est clair. gain qui est énorme. Et là, on est de nouveau dans un cas d'usage où je trouve qu'on remet, de mon point de vue, de l'humain dans la relation qu'on a avec autrui, parce que voilà, on est vraiment dédié à cet instant-là, tout en s'appuyant sur une innovation, Ouais, sur un outil, quoi. Ouais, sur une innovation technologique. Et après, voilà, il y a pas mal de choses. Ça, c'est vraiment des choses qui sont déployées c'est en prod, aujourd'hui. ça, ouais. Ouais, on regarde beaucoup aussi tout ce qui va être analyse des compétences et déduction des compétences, parce que parmi nos candidats, il y en a qui sont pas forcément à l'aise. Est-ce que vous faites passer, par exemple, des entretiens IA? Non, Il y a des boîtes qui le font, qui sont lancées, alors avec plus ou moins de. On voit bien que c'est un sujet un peu touchy parce que c'est un sujet aussi non. où il y a des critères, pas discriminants, c'est un mot fort, mais en tout cas, il y a des critères d'évacuation en disant on le garde, on le garde pas en fonction d'un certain nombre de patterns. Puis on sait ce que c'est un modèle de données, c'est-à-dire qu'il va prendre en fait les occurrences qu'il voit le plus. Et donc on voit bien sur ces modèles-là que, imaginons des ingénieurs, s'il a 100 candidats ingénieurs qui sont validés que c'est des hommes, ce modèle-là, il va pouvoir avoir tendance potentiellement à prioriser Ouais, cette bien sûr. caractéristique versus une autre. Donc, On ça, l'avait déjà, c'était un sujet qui avait déjà à l'époque d'ailleurs ouais, sur le big data, ouais. où on était sur se dire, tiens, finalement, en se basant dans une entreprise sur les personnes qui ont eu un parcours considéré comme à succès, je peux regarder dans une entreprise qui a monté des échelons ou est à succès et quelque part tirer d'un certain nombre d'insights qui vont me permettre de recruter Ouais. des profils qui demain vont. Mais ça encourage quelque part de la consanguinité. Et puis, les talents qui ont eu du succès à un instant T, c'est peut-être pas forcément les talents qui vont avoir le même succès l'année d'après ou sur d'autres événements. Donc, c'est pour ça, c'est méfiance. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas et on n'ira pas tant qu'on n'aura pas la certitude, encore une fois, d'avoir la transparence sur tout le process et d'être sûr que les process qui sont en place garantissent encore une fois de l'inclusivité, de la diversité, etc. Aujourd'hui, si on a un client qui appelle et qui demande en fait des choses qui sont pas acceptables, encore une fois, par rapport à des valeurs, par rapport à la diversité, on a un consultant qui va lui répondre non au téléphone et qui va mettre fin à la conversation parce que dans le groupe, c'est très fort et on préfère perdre du business que perdre nos valeurs. Et demain, si on a une IA, je ne sais pas si ce sera le cas, il faut qu'elle soit capable de faire ça aussi. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est pas là où on voit un gain et on disait gagnant pour tout le monde. On l'a pas encore identifié. Maintenant, on a plein de POC. Il y a des choses qui me semblent assez intéressantes, notamment sur les parcours de carrière et de pouvoir déduire un certain nombre de choses de parcours de carrière que tu n'aurais pas forcément déclaré, tu vois, de faire des sortes les bilans de compétences. D'accord, ouais. Finalement, pourquoi pas en déduire un certain nombre de choses automatiquement. Mais voilà, donc on a pas mal de choses qui sont déployées, puis d'autres qui vont arriver, soit portées par la France, soit pilotées au niveau mondial, mais avec cette approche-là. Donc, non, encore une fois, je trouve que c'est un sujet qui
qui est passionnant et qui est super Ouais, intéressant à le vivre. début de l'histoire, de toute manière. Il y a une autre séquence dans le podcast qui s'appelle l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est quoi? C'est de dire, bah, dans le marketing, on est quand même souvent à la recherche de hacks, de petites actions, entre guillemets, qui génèrent un résultat au centuple. Est-ce que toi, tu as un petit hack à nous partager, quelque chose qui génère beaucoup de valeur? Alors oui, alors je sais pas si c'est un énorme hack, mais moi je l'ai bien aimé parce que c'est un hack qui est pas attendu. Moi j'aime bien un peu les surprises. Alors pour le coup, on est très 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 loin de l'IA ou de l'innovation tech, c'est peut-être même l'inverse. C'était il y a un an, peut-être un peu plus d'1 an maintenant. On s'était posé la question au marketing, on parlait d'appeler d'échanger, de pas parler de persona, d'appeler de personnes. Puis on s'est dit, bah, voilà, on a un certain nombre de clients qui sont devenus inactifs, qui n'ont plus eu recours à nos services depuis plus d'1 an. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les raisons? Donc, quand tu dis les clients, c'est les entreprises, là. Les entreprises, oui. Voilà, c'est ça. Les entreprises qui sont devenues inactives, donc qui nous passent plus de commandes, qui nous disent plus, tiens, j'ai besoin de vous pour recruter en CDD, en CDI, etc. Et on s'est posé la question, mais pourquoi? Ils avaient plus de besoin, on n'avait pas été bon, pourquoi? Et on s'est pris, l'équipe marketing, là, la trentaine de personnes de l'équipe marketing, on s'est dit, tiens, on s'est réparti un petit fichier, possiblement on va les appeler. Tout bête, on va se faire des petites journées phoning pour découvrir pourquoi. Et c'était vraiment l'objectif. Et en fait, au final, au bout de l'opération, on en a réactivé 30%. 30% et une personne de l'équipe qui est montée à 40% de réactivation des clients qu'elle avait appelés simplement pour savoir pourquoi. Alors pourquoi alors? C'est ça la question. Il y avait plein de raisons. Ils étaient passés à autre chose en fait. Ils étaient passés à autre chose, ou on les avait pas bien rappelés, D'accord, ou ils étaient complètement, ou ils n'avaient pas eu le réflexe de repenser à nous, ou même eux, quand ils disaient ah oui tiens c'est vrai, ah bah pourquoi pas. Et du coup ben ça on l'a scalé, et donc maintenant on a remis une équipe à part dédiée pour appeler ces clients inactifs. Donc alors on a joué sur les deux, hein, c'est-à-dire que dans nos parcours digitaux, etc., donc nos plans de fidélisation, on a inclus cette population-là. On a remis en place un certain nombre de triggers et de messages types sur le digital, mais on s'est dit finalement, il y avait déjà ces messages. Donc en gros, ce qu'ils avaient besoin, c'est juste un contact humain, et ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui les rappelle. Donc en fait, on l'a complètement scalé, et puis du coup, ça nous fait du business maintenant récurrent sur un truc tout bête qui consistait simplement au départ de se dire tiens, pourquoi ils partent. Pour autant, on a pas mal de mesures de la satisfaction client, on en parlait tout à l'heure, donc que ce soit client ou candidat. Et donc on a nos propres programmes de notation, etc., où on est au-dessus de 8 sur 10, on est très bien noté sur Google, donc plutôt on a très très bonne note en termes de satisfaction, et on est très fiers, puisqu'encore une fois on essaie de valoriser le contact humain et la relation humaine. Mais voilà, de se dire finalement ces clients qui partent, pourquoi? En fait, le simple fait de poser la question aux gens, ça te remet dans une relation où ils se disent, mais en fait, pourquoi je vous ai pas rappelé? Moi, je sais plus. Et tiens, puisque vous êtes là, voilà. Donc au marketing, dès qu'on parle à ses clients, quand même, c'est assez gagnant. Et tu sors de tes dashboards, ce que je disais au début, mais que tu n'as plus à y arriver sur ton indicateur. Il y a une stat, alors j'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas, c'est le motif principal, par exemple, de churn pour un SaaS aujourd'hui, c'est le non-renouvellement de la carte d'abonnement. C'est-à-dire qu'on plug sa carte, puis au bout d'un moment, elle arrive à échéance, et on oublie de la changer, et donc on churn, mais c'est un churn involontaire. Et ça, c'est le motif numéro 1 de perte. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, parce qu'aujourd'hui, on a tous des vies très, très bien remplies, et on oublie effectivement de travailler un peu J'entends beaucoup aussi pour les podcasteurs qui vivent beaucoup avec des Patreons, etc. Ils ont exactement le même problème où là, c'est pas une entreprise qui paye, mais c'est un individu où finalement, il oublie sa carte bancaire, et voilà, et ça fait partie de ces petits hacks. Mais non, c'est bien. Et puis après, nous, on a quand même une particularité, tu fais bien me poser la question tout à l'heure, c'est effectivement, dans le domaine du recrutement, finalement, ton marketing, il est à la fois B2B, B2C. C'est-à-dire que tu vas t'adresser aussi bien aux entreprises pour leur dire, si vous avez des besoins de recrutement, appelez-nous, et en même temps, tu t'adresses à tes candidats. Et suivant les périodes dans le temps, tu as un effet de balancier où tu vas faire plus des efforts côté B2B ou plus des efforts côté B2C. Typiquement, quand je suis arrivé dans le groupe, on était très focus candidat en 2007. Puis je crois que c'était en 2008, tu as eu la crise des subprimes, on a été inondé de candidatures,
Et bah là, du coup, il fallait mettre beaucoup plus Trouver des d'efforts pour clients, trouver des entreprises. clients Voilà, c'est que ça. de trouver des candidats. Et il y a toujours cet effet un Ouais. petit peu de balancier. Alors après, il y a des secteurs, typiquement dans le médical, on est toujours en pénurie de talent. Malheureusement, ça ne change pas. Mais tu as quand même ce mouvement de balancier qui est super intéressant pour le job aussi, puisque finalement, les efforts des équipes vont soit être plus tournés B2B, soit plus tournés B2C. Et voilà. Et tu as des enseignements parfois que tu veux mettre en place de l'un vers l'autre. Ouais. Et après, il y a un truc qui est très vrai dans ce que tu dis. Moi, je trouve que plus je vieillis et plus j'ai conviction que il faut être un peu pushy, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand on démarre, on a peur de déranger le client, on a peur d'avoir un marketing trop agressif en disant, oh là, sur la pression commerciale, la pression marketing, il faut y aller mollo parce que le client, ou le prospect va nous détester. Alors, évidemment, si on est très bourrin, il peut avoir ça, mais j'ai l'impression que quand même, à la fin des fins, le gain versus l'irritabilité, alors il faut que ça reste dans des proportions, évidemment, faut pas mitrailler 32 relances dans la journée, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même, on gagne à être un peu plus pushy qu'à moins l'être. Moi, je le vois chez Eskimos, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contrats qu'on signe parce qu'on a relancé 2 fois, 3 fois, alors, la relance email aujourd'hui elle est classique, mais moi par exemple, je pousse aussi mes commerciaux à prendre leur téléphone, un truc qu'on oublie, hein, tu vois, c'est un truc tout simple, à envoyer un SMS, à envoyer un mais message c'est sur super LinkedIn. important. En fait, je suis d'accord avec toi, mais à partir du moment effectivement où tu le fais de façon intelligente et que tu Et un peu apportes personnalisé, quoi. C'est-à-dire que, voilà. personnalisé et où tu apportes de la valeur. Et tu vois, je te disais par exemple, tout à l'heure, je te disais là, B2B, B2C, c'est pas la même chose. Et même notre rapport au niveau de marketing, on le traite pas de la même façon. B2C, on va être beaucoup plus sur le digital. On parlait de nos partenaires, la programmatique, les job boards, les social ads, etc. Sur la partie entreprise, on est beaucoup plus, je dirais, sales-centrique, c'est-à-dire que on va plus armer nos consultants pour que eux puissent toucher ces entreprises que nous-mêmes aller chercher le lead. Alors bien sûr, on a des programmes pour en toucher, mais c'est pas le cœur du réacteur. Et donc on va être beaucoup plus pour nos consultants, par exemple, on fait des études salaires ou alors chez Expectra, ça fait 20 ans, je crois qu'on le fait. On a la chance d'avoir des fiches de paye d'énormément, 2 millions de missions d'intérim par an. Et nos intérimaires sont payés exactement la même somme que les personnes qui remplacent. Donc on a la chance d'avoir des datas qui ne sont pas du déclaratif dans le domaine du salaire. Bon, bah ça fait des études qui sont extrêmement précieuses. C'est un énorme prétexte à rendez-vous pour notre force commerciale. On fait des études sur la marque employeur. C'est un autre prétexte à rendez-vous pour nos forces commerciales. On parlait des communautés, on parlait de la spécialisation. Plus on va avoir des contenus riches, etc., plus ça va faciliter des prétextes à rendez-vous et des manières de relancer un prospect, de relancer un client sans être trop intrusif. Donc du coup, tu peux augmenter un peu ta pression commerciale parce que tu n'es pas en train juste de l'inonder d'emails. La fameuse séquence d'inbound qui me rend fou en disant le premier email, puis le deuxième, Ouais. vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire mon premier email, mais blablabla, puis le troisième email, je vous promets, c'est le dernier que je vous envoie, etc. qui moi me fait complètement Non, parce qu'il fuir. n'y a pas de valeur, quoi. C'est juste un truc automatique. Voilà, Ouais. exactement. Et tu vois le truc. Qui t'apprend rien, ouais. Et qui t'apprend rien. Donc, effectivement, pour moi, il faut que ce soit personnalisé, mais vraiment personnalisé, et qui t'apporte de la valeur. Qui plus est, là, si je reprends sur la partie entreprise, tu as des grands groupes qui ont des besoins de recrutement permanents, et puis on a aussi des clients qu'on appelle des diffus, qui peuvent être des toutes petites entreprises, voire ça peut être un restaurateur, ça peut être un garagiste. Lui, tu vas pas lui demander tous les jours s'il veut recruter quelqu'un. Il a peut-être besoin que un renfort exceptionnel parce qu'il y a un congé maladie ou quelque chose. Il va peut-être te solliciter 2 fois dans l'année. Si je lui envoie des emails toutes les semaines, il va juste péter un plomb et à juste titre. Donc il faut aussi que tu te dises, voilà, souvent moi je fais le parallèle. C'est comme si on me demande si tous les jours j'avais un mail pour me dire est-ce que vous voulez acheter une maison. Enfin, au bout d'un moment, j'en achète pas tous les 15 jours. Donc il faut vraiment, ça rejoint la personnalisation, te dire finalement par rapport à ma segmentation client, c'est quoi le bon timing, le bon canal, et comment je fais à chaque fois pour apporter de la valeur qui est des formes cachées finalement de relance. Nous, on a travaillé ça, là, on travaille ça en ce moment. On a un projet de nurturing qu'on a appelé en interne, mais grosso modo, on a intégré beaucoup de touches commerciales dans tout le cycle de vente. Et notamment, moi, je me demandais, qu'on arrête de relancer en disant, avez-vous, le message standard que tu as dit, avez-vous pris connaissance de nos propositions? Ça, j'en veux plus. Et donc maintenant, on a des assets, nous, on produit beaucoup de contenu, comme tu le sais sûrement. Et donc, là, chaque relance, entre guillemets, en fait, on pousse un contenu qui prétexte en disant by the way, j'ai pensé à vous, voici notre dernière étude sur votre verticale
sur votre industrie, etc. Et en fait, sans le dire, il comprend que tu le relances, en fait, le prospect, quoi. Oui, et puis Tu dis, ah tiens, ils ont pensé à moi, bon, ça, je dois lui faire un retour, et voilà. exactement, même le simple fait qu'il reçoit un email de ta part ou Ouais. qu'il voit ton C'est logo, ça. ça Ça va lui fait un reminder, on n'a pas besoin de lui dire, est-ce que ça tu lui penses fait à un moi, reminder. voilà. T'as pas besoin de lui mettre le couteau sous la gorge Ouais. à le harceler. Et donc, on a augmenté notre taux de réponse x2 avec ça. Tu vois. Voilà, super hack. Alors, ça veut pas dire qu'il soit toujours positif, mais en tout cas, on a le x2. Ouais, mais c'est un super hack. Ouais. C'est un super hack parce que c'est à la fois beaucoup plus intelligent et puis on est toujours dans le marketing à la recherche de la singularité. C'est ça. C'est-à-dire vraiment faire le pas de côté. On a tous une tendance, mais dans toutes les entreprises, à faire du copycat. Alors, toutes, hein, je t'ai dit, j'ai travaillé dans des grands groupes, dans des agences, dans des startups, et il y a toujours, partout, hein, ce que fait le voisin d'à côté, le concurrent, s'il le fait, c'est que sûrement il faut le faire aussi. Donc on se retrouve, et puis tu as ça, et tu as aussi le fait que tu as aussi des agences qui vendent le même produit à tout le monde parce que c'est le produit Ouais, tu peux scaler comme ça. voilà, Ouais. parce que c'est le produit du moment, etc. Donc finalement, on se retrouve très vite à avoir toutes les entreprises qui font exactement toutes la même chose ou qui utilisent toutes le même canal au même moment. Donc tu te noies, tu es dans une sorte de brouhaha complet. Donc c'est comment tu arrives à avoir de la singularité autour de ta marque ou autour de ton approche pour sortir du lot. Ça rejoint la discussion que tu avais tout à l'heure sur l'IA, qui est aussi un de mes enjeux. C'est comment finalement maintenant avec ce moteur de réponse, comment tu ressors de là, comment tu apportes de la singularité, comment tu fais pour apporter quelque chose de différent. Et là, ce que tu as fait sur l'approche d'Eskimos en te disant j'arrête mes relances de est-ce que vous avez pris connaissance, qu'est-ce que vous pensez de ma proposition, etc. Quelque part, ça devient singulier au milieu de toutes ces entreprises qui font exactement la même chose. Donc, il y a toujours cette... comment tu vas chercher ta singularité dans ton programme de feed, dans ton programme d'acquisition, dans la façon dont tu communiques sur ta marque, comment tu fais ce petit pas de côté qui te rend différent. Et encore une fois, on n'est plus sur un modèle de tunnel complètement linéaire. Donc ton email 1, email 2, email 3, ça irait si on avait un parcours vraiment tout tracé. Alors que là, ton client, il a peut-être vu ton webinaire, puis il est passé à autre chose. Puis après, c'est normal, il est parti 3 semaines en vacances. Puis après, il ne l'avait plus en tête. Puis après, il était noté sur un post-it qui devait te rappeler, et puis, etc., etc. Donc, à partir du moment où tu reviens vers lui avec de la valeur, et puis tu ne le confonds pas avec son voisin d'à côté, ça marche. Ça se passe bien. Super, merci Gilles. Merci à toi. Merci pour tous les insights et le retour d'expérience que tu nous as partagé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce podcast. Pareillement, écoute, l'Iglo est super cosy. C'était un peu dur de vous trouver sur la banquise, mais une fois qu'on est à l'intérieur, j'avais pris mon col roulé. Moi, je suis en t-shirt. J'avais mis mon col roulé en me disant il va faire froid, mais non, c'est super chaleureux. Donc merci à toi. Merci. Et puis merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que vous avez pris aussi autant de plaisir que moi. Puis je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Bye. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans votre stratégie d'acquisition digitale, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou aller sur le site eskimos.fr pour parler avec un de nos experts. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très vite sur la banquise.